Bonsoir à tous, bienvenue à ce 13e module Afranum. Je m'appelle Gilles Mandler, je suis infectiologue à l'hôpital universitaire de Berne en Suisse et secrétaire général de l'Afravi. Le module d'aujourd'hui sera consacré aux troubles neurocognitifs chez les personnes vivant avec le VIH. On l'a appelé regard croisé parce que vous allez entendre le point de vue d'un médecin infectiologue, d'une neuropsychologue et d'une psychiatre. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet Q&R au bas de votre écran. J'insiste pas dans le chat, mais dans l'onglet Q&R. Et puis, vous pourrez ensuite poser des questions soit donc par écrit ou également par oral en levant la main et on vous passera le micro. Avant chaque intervention, comme d'habitude, vous aurez droit à un petit quiz, 2 questions auxquelles vous répondrez dans l'onglet qui est prévu pour cela. Et puis, les réponses à ces questions vous seront ensuite données pendant les présentations des différents orateurs. Voilà, sans plus tarder, on va débuter cette séance. On va plonger dans les troubles neurocognitifs chez les personnes vivant avec le VIH. Et ça me permet de présenter notre premier orateur, Mathias Cavassini. Donc, professeur Mathias Cavassini est le médecin-chef de la consultation ambulatoire au CHU de Lausanne. Il prend part au conseil, au comité scientifique de la cohorte VIH suisse depuis très longtemps. Il mène notamment une grande étude sur les troubles neurocognitifs au sein de cette cohorte VIH suisse qui s'appelle NAMACO. Et on va notamment parler de cette étude également durant ces prochaines 2 heures. Donc, Mathias, je te remercie de nous présenter le point de vue du médecin, de l'infectiologue. Et puis, je te laisse la parole et on peut commencer avec le quiz. Merci beaucoup, Gilles, pour cette gentille introduction. Donc, en effet, on va commencer par le quiz. Et là, je laisse le partage d'écran se faire. Et je vous lis la première question. Donc, vous avez une femme âgée de 58 ans, vivant avec le VIH depuis plus que 18 ans. Sa charge virale plasmatique est indétectable. Elle est sous un traitement de tenofovir 3-TC efavirenz. Et le bilan neurocognitif qui a eu lieu dans ce contexte conclut qu'il y a une atteinte cognitive. Ma première question pour vous, c'est pour vous mettre en tour de chauffe et vous plonger dans le sujet. Vous avez un seul choix, une seule réponse possible. Qu'est-ce que vous décidez de faire chez cette personne qui a des troubles cognitifs sous TDF-3-TC efavirenz? Je sais qu'il y aurait d'autres propositions de choix de réponse, mais on va commencer par une restriction dans les choix. Intensification du traitement avec dolutegravir, intensification du traitement avec dolutegravir plus maraviroc. Vous instaurez un traitement adjuvant de rivastigmine ou au contraire, vous décidez de remplacer l'efavirenz par autre chose. Alors, vous pouvez voter pour cette première question. Je pense que ça va assez vite. Avant qu'on passe à la deuxième question. Et là, je laisse Fiona décider quand est-ce que je peux lancer la deuxième question. Je vous invite tout le monde à indiquer vos réponses, si vous voulez bien sûr. Voilà. Les gens commencent à répondre. Donc, 58 ans, elle a un trouble cognitif prouvé par un bilan neurocognitif. Elle est sous TDF-3-TC efavirenz. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous intensifiez le traitement par dolutegravir plus maraviroc? Vous décidez d'un traitement adjuvant de rivastigmine ou au contraire, vous décidez de remplacer l'efavirenz par autre chose? Je pense que c'est bon. On passe à la deuxième question. Oui, vas-y. Une femme de 49 ans diagnostiquée en 2003 avec un stade avancé. C'est une caucasienne, suissesse, stade C3. Les comorbidités sont les suivantes: antécédents psychiatriques, excès d'alcool, et depuis 2012, elle a un traitement de sauvetage, puisqu'elle fait des échecs. Elle a un traitement de sauvetage un peu atypique, mais qui avait été décidé aussi en raison de la mauvaise adhésion. On n'a pas décidé de mettre des INSTI à l'époque. On lui a mis TDF, darunavir boosté, maraviroc. En 2015, lorsqu'elle vient au suivi, elle a 1300 CD4, sa charge virale est à 53 copies, son observance est suboptimale, mais quand même pas si mauvaise puisqu'elle a que 53 copies au plasma. Elle a des difficultés à la marche, un ralentissement
des troubles de la concentration. Sa virémie est à 59 lors de ce bilan, lorsqu'elle vient avec ses plaintes. Elle a une ponction lombaire qui est faite en plus d'une IRM qui est sans particularité. Et la virorachie s'élève à 930 copies alors que la virémie est à 59 copies. Elle a été vue par un psychiatre qui pense qu'elle a soit une psychose, soit une toxicité cérébrale en raison de l'alcool ou une atteinte cognitive liée au VIH. Et puis, si je vous donne le choix, maintenant, vous avez une seule réponse. Qu'est-ce que vous décidez de faire au vu de cette situation? Est-ce que vous décidez de changer le traitement en favorisant les molécules à haut score CPE, les scores de pénétration dans le système nerveux central? Est-ce que vous renforcez l'observance et vous vous assurez qu'elle ne boit pas d'alcool, vous faites un contrôle clinique et biologique dans 1 mois? Ou est-ce qu'au contraire, vous décidez d'analyser la résistance virale génotypique au niveau du plasma et du LCR? Vous pouvez voter pour cette situation complexe. Je me rends bien compte, ce n'est pas tous les jours qu'on a une situation comme ça, mais pour l'exercice du jour, je pense que c'était bien qu'on la présente aussi. C'est une histoire vraie de cette femme de 49 ans. Donc, vous décidez avec 59 copies, l'histoire d'alcool, la mauvaise adhésion, de changer le traitement favorisant le molécule à haut score CPE, de renforcer l'observance, s'assurer qu'elle ne boit pas d'alcool, contrôle clinique et biologique dans 1 mois, ou au contraire, vous décidez d'analyser directement la résistance virale. Et là, j'ai un téléphone qui sonne, qui m'embête beaucoup. On va dire refuser, et il faut que je baisse le volume. Ça, je n'avais pas prévu que les gens allaient m'appeler ici. Voilà, je vous laisse voter avant que je vous fasse un partage d'écran et qu'on attaque la théorie. Ok, Mathias. C'est bon? Oui. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ça va comme ça? Yes, parfait. Parfait. Ok, ça c'était le vote. Et puis, on y va. Alors, les problèmes cognitifs, ils peuvent être multifactoriels, comme vous le savez très bien. Aujourd'hui, on parle des personnes qui vivent avec le VIH, donc j'ai mis le VIH tout en haut de la diapositive. Ça peut être lié à l'âge, avec une démence, ça peut être la dépression, ça peut être des substances toxiques. On a parlé d'alcool, on peut avoir des drogues, ça peut être des antécédents de traumatismes cérébraux, des maladies cardiovasculaires. Toutes ces situations, il y en a encore d'autres, peuvent amener à des troubles cognitifs. Et la difficulté, comme infectiologue, quand on soigne nos patients qui vivent avec le VIH, ils viennent, ils ont des plaintes de troubles de la mémoire, de concentration, des difficultés à prendre des décisions. Et je trouve comme clinicien, la difficulté que j'ai personnellement, c'est, première question que je me pose, mais est-ce que ces performances, est-ce qu'elles sont vraiment diminuées ou est-ce qu'il ne se fait pas des soucis de manière exagérée? Et puis, quand je me pose cette question, la deuxième question, je me dis, OK, s'il y a vraiment des problèmes cognitifs, est-ce qu'il s'agit d'un problème lié au VIH? Est-ce que c'est un échappement du virus au niveau du système nerveux central? Est-ce que je dois modifier le traitement? Peut-être que tout va bien sur le plasma, mais peut-être que ça ne se passe pas très bien au niveau de la tête. Est-ce que c'est une toxicité des médicaments? On sait que l'efavirenz peut causer des problèmes aussi au niveau du système nerveux central, les INSTI aussi, certains. Est-ce que c'est les autres médicaments que la personne prend? Est-ce qu'elle souffre d'un état dépressif? Et puis, quand je suis un peu démuni, je me pose la question, mais en fait, à qui est-ce que je vais adresser mon patient ou ma patiente? Est-ce que je l'adresse au psychiatre, au neuropsychologue? Les rendez-vous, on les a pas d'un claquement de doigts, même en Suisse, donc c'est pas si simple à ménager. Alors, la première question en fait que je vous ai mis par rapport à ces scores CPE, dont on a beaucoup parlé ces dernières 10-15 ans, c'est est-ce que les troubles cognitifs sont associés ou non à un score d'efficacité bas de pénétration dans le système nerveux central, le fameux CPE score en anglais? Est-ce que c'est utile d'intensifier les ARV en se disant peut-être que si j'augmente le nombre de molécules ou si je les remplace par des molécules à un haut score de pénétration, peut-être que ça va améliorer les troubles cognitifs? Et cette question s'y est posée avec une étude, justement, qu'on en parlait Gilles, juste avant, l'étude Namako, on a regardé en fait sur notre population qui est plus que 950 personnes, 980 personnes, où on a regardé les scores CPE cross-sectionnels au moment du bilan neurocognitif fait par les neuropsychologues en Suisse, versus aussi les scores cumulés tout au long de leur vie, de tout ce qu'ils ont eu comme traitement. Donc, ces 980 personnes, on a regardé leur score CPE pour 909 d'entre eux. On a exclu tous ceux qui n'avaient pas de traitement, tous ceux qui avaient une charge virale détectable au moment du bilan. Et puis, on a regardé le bilan neuropsychologique standardisé. Et ce qu'on a fait comme analyse, pour une question de temps, je vais aller assez vite sur les résultats. On a regardé 3 manières de calculer le score CPE. On a regardé le score moyen quotidien sous traitement.
On a regardé le pourcentage du nombre de jours avec un score qu'on considère élevé. Un score élevé, c'est supérieur à 6, donc égal ou supérieur à 7. Le pourcentage du nombre de jours avec des scores CPE très bas, inférieur à 5, ou au contraire très élevé, supérieur à 9. Ceci en se disant peut-être qu'un haut score CPE peut être associé à la toxicité au niveau du système nerveux central. Et tout ceci, on l'a ajusté sur et surtout sur le nombre de jours avec charge virale indétectable, puisqu'on a toutes les valeurs de charge virale des patients suivis. Et vous voyez que les patients ont été suivis pendant de nombreuses années. La médiane de mémoire était de 12 ans de suivi chez cette personne. Et la conclusion, malheureusement, était assez triste parce qu'on cherchait à avoir une association. Et en fait, on n'a vu aucune association entre les scores CPE qui soient actuels ou cumulés au cours de toute leur vie et les fonctions cognitives présentes lors du bilan, mesurées selon Frascati avec ses fameux HAND, avec les scores, un bilan normal ou des troubles cognitifs mineurs avec ou sans répercussion sur la vie quotidienne ou carrément une démence liée au VIH. Donc, on était assez déçus en fait de ce résultat négatif par rapport au score CPE et troubles cognitifs. Et puis, il y a une présentation qui a eu lieu à la CROI en 2022, qui pour moi était le highlight de cette CROI 2022, vu que mon domaine d'intérêt était celui-ci. Et c'est un essai randomisé, double aveugle, placebo contrôlé, d'où le choix de mes réponses, où en fait, ils ont pris des personnes qui avaient une atteinte cognitive. Lors du bilan neuropsychologique, ils étaient traités avec un traitement efficace, avec une charge virale indétectable. Leur traitement ne comportait pas de dolutegravir ni de baraviroc. Et ils se sont posé la question, est-ce que de rajouter le dolutegravir seul ou le dolutegravir avec baraviroc, donc c'était 3 bras versus placebo, est-ce que lorsqu'on refait un bilan cognitif à 24, 48, 72, 72, 96 ou 96 semaines, est-ce qu'on a une amélioration de la performance cognitive? Donc, c'était une belle étude randomisée, double aveugle, 3 bras. Et la conclusion, eh bien, elle est aussi décevante que notre étude rétrospective longitudinale, où on a regardé tous les scores CPE. Là, c'est l'ajout de ces 2 molécules. Et en fait, ils ont mesuré le bilan cognitif avec ces Z-scores qui sont en fait comme si vous voulez, le résultat des performances que les gens ont eues. Et Mélanie vous en parlera après sur la manière de mesurer la fonction cognitive. Et on voit que les 3 courbes, en fait, sont totalement superposées et ceci aussi ajusté à un score de dépression, puisque la dépression peut être un facteur confondant. Et on voit qu'en fait, au cours du temps, là, vous avez le baseline à 0, 96 semaines tout à la fin. Au cours du temps, la performance des participants à cet essai clinique, 3 fois 60 personnes environ, eh bien, s'améliore au cours du temps. Elle ne s'aggrave pas. Et puis surtout, au cours du temps, ils sont légèrement moins déprimés, mesurés selon l'échelle de dépression selon Beck. Donc, aucun bénéfice à intensifier le traitement. Cette étude, elle est importante parce que je trouve qu'elle donne une réponse aux cliniciens que ça ne vaut pas la peine de vouloir rajouter ou modifier le traitement à l'aveugle, simplement basé sur un bilan, un test cognitif anormal, et alors que le patient est bien traité au niveau du plasma. Il ne faut pas aller intensifier le traitement et je trouve que c'est une réponse qu'on attendait depuis longtemps. Ensuite, question des traitements adjuvants. Est-ce que c'est efficace ou pas? Et là, je vous ai mis une revue qui ne parle pas seulement des traitements adjuvants, mais de tout le problème neurocognitif. Et s'il y a un seul papier que je vous encourage à lire, qui est un des plus récents, c'est ce Lancet HIV 2020. Et je ne sais pas si avec AfraVIH, on pourrait laisser ce document accessible en ligne, en PDF, pour les personnes qui n'auraient pas accès à cette revue. Je la mets volontiers à disposition pour le site d'AfraVIH, ça serait bien. Le résumé, en fait, c'est que toutes ces études où ils ont fait des traitements adjuvants pour essayer d'améliorer les troubles cognitifs, eh bien, c'était souvent inefficace, controversé, ou alors un bénéfice qui était que transitoire. Donc, il n'y a pas de molécule miracle pour améliorer les fonctions cognitives chez nos personnes vivant avec le VIH. En tout cas, pas à ce jour. Alors, pour le premier vote, en fait, mon choix aurait été de remplacer l'efavirenz par autre chose, puisque on sait que chez certaines personnes, d'arrêter l'efavirenz, de passer par exemple au dolutegravir, ça peut améliorer un peu subjectivement les fonctions cognitives et parfois même objectivement. Donc, ça aurait été mon choix par rapport à ce qu'il y avait là. De ne pas changer le traitement n'aurait pas été une erreur non plus, mais je ne vous ai pas laissé cette possibilité. Vous étiez obligé de choisir. Donc, mon choix aurait été la réponse 4. Et là, je vous renvoie aussi sur les guidelines européens, parce que je pense que cette
diapositive résume en fait l'état actuel des recommandations de l'EACS par rapport à comment manager une déficience cognitive chez les personnes vivant avec le VIH. Ils encouragent d'abord un examen neurologique et un examen du LCR. Ça, c'est pour des déficiences qui sont certaines, alors qu'on a exclu d'autres causes, typiquement la dépression, dont on parlera plus tard. Et puis, une fois qu'on a diagnostiqué les troubles neurocognitifs et que la personne est sous antirétroviraux, la question c'est, est-ce que si on n'a pas d'échappement viral, est-ce qu'il y a une raison de modifier le traitement? La seule raison, ça serait s'il y a un échappement virologique au niveau du plasma, un échec. Et puis là, ils mettent en effet toxicité probable, typiquement efavirenz, point d'interrogation. C'est une des possibilités de changement. Donc, on se trouvait dans cette case-là. Chez cette personne, nous n'avons pas fait de ponction lombaire, en tout cas, je ne vous l'ai pas montré, et nous ne sommes pas encore dans ce rayon ici d'échappement virologique au niveau du LCR. Alors, pour une question de temps, je vais un peu sauter directement sur la question que vous vous posez peut-être, mais est-ce que c'est fréquent ou pas, ces échappements virologiques au niveau du système nerveux central mesurés par une mesure du virus dans le liquide céphalorachidien? Et j'espère que vous pourrez une fois voir cette publication qui est en cours d'être révisée dans un journal peer review. On est en révision, c'est Paris Philippidis qui a fait cette synthèse avec notre étude sur la NAMACO et la plateforme. Je ne vous cache pas que nous sommes plutôt en Suisse, pour des personnes bien traitées, autour des 10% ici, de personnes qui ont une charge virale qui est détectable au niveau du liquide céphalorachidien, alors qu'ils sont avec une charge virale inférieure à 50 copies au niveau du plasma. Est-ce que c'est toujours traduit par une atteinte cognitive? La réponse est non. Et puis ici, vous avez plusieurs définitions, en fait, de comment, dans ces différentes études, comment ils ont défini l'échappement virologique. Pour votre information, je trouve que le plus simple comme définition, et la dernière en date qui a été publiée dans AIDS en 2021, c'est de se dire que chaque fois que vous avez une charge virale qui est plus élevée dans le liquide céphalorachidien par rapport au plasma, c'est pas normal, puisque à l'état normal, il y a un log de moins de charge virale dans le liquide céphalorachidien par rapport au plasma. Donc, si vous avez une charge virale qui est supérieure à ce qui se passe dans le plasma, on parle déjà d'un échappement au niveau du système nerveux central, en tout cas au niveau du LCR, et de la question de se dire, est-ce qu'on a un effet sanctuaire, est-ce qu'il y a un virus différent de ce côté-là? Donc, les facteurs qui sont associés, si on synthétise aussi dans toutes ces études, quelles étaient leurs conclusions? En fait, c'est ce qu'on peut définir que les facteurs de risque pour avoir un échappement au niveau du système nerveux central. Et là, j'ai été assez prudent dans ma conclusion. J'ai mis facteurs parfois associés à un échappement virologique au niveau du système nerveux central ou au niveau du LCR. C'est vraiment parfois, ce n'est pas toujours. Le score CPE bas, dans certaines études, ils l'ont dit. Nous, on ne l'a pas trouvé. Un traitement avec antiprotéase, ça, c'est assez fréquent dans les études. Les résistances virales au niveau du LCR favorisent l'échappement. Certaines études ont montré qu'un historique de blip au niveau du plasma était un facteur de risque ou un facteur associé à des échappements au niveau du système nerveux central, et puis un historique d'interruption des ARV. La conclusion de tous ces papiers est chaque fois un peu la même. On n'arrive pas à savoir tant qu'on n'a pas été chercher le virus dans le liquide céphalorachidien. Donc, pour l'instant, on est encore contraint d'aller faire des ponctions lombaires si on a ce diable dans l'arrière-tête qui nous dit peut-être qu'il y a un échappement, eh bien, on est obligé d'aller à la ponction lombaire pour mesurer le virus si vraiment on veut exclure cet échappement. Et puis, la deuxième personne que je vous ai présentée, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait la ponction lombaire. On a été mesurer le virus. Il y avait ces 930 copies que je vous avais dit au niveau du LCR. De mémoire, c'était ça que je vous avais dit dans la diapositive. Et le même jour, ici, vous voyez que cette personne a eu la ponction lombaire le 16 novembre 2015. Le 16 novembre 2015, c'est le LCR. Le 16 novembre 2015, c'est au niveau du sérum. Et lorsqu'on fait la recherche de résistance virale chez cette dame de 49 ans, eh bien, elle avait un virus qui était parfaitement sensible au niveau du plasma, alors qu'il avait de multiples résistances au niveau du système nerveux central. Et donc, dans ce contexte, cette dame a eu une modification du traitement basé sur l'analyse résistance. Certes, le score CPE a augmenté parce qu'on lui a mis un traitement de sauvetage complexe. On a refait un bilan
quelques mois plus tard, sa virorachie est devenue cette fois indétectable, plus petit que 20 copies, la virémie était plus petite que 20 copies. Les troubles cognitifs qui étaient importants, puisque cette dame a été carrément envoyée par son médecin traitant en EMS, c'est un institut, un EMS en Suisse, on dit établissements médico-sociaux. En France, vous avez un autre nom, EHPAD, ou je ne sais plus comment vous les appelez, pour les personnes âgées qui sont démentes. Et puis, quelques mois plus tard, elle s'est en fait améliorée, elle a augmenté son autonomie, elle était toujours institutionnalisée. Et puis, quelques années plus tard, vous voyez qu'elle est carrément sortie de l'établissement médico-social, elle a retrouvé son appartement et elle est restée toujours indétectable. Comme quoi, c'est une démence qui a complètement évolué favorablement grâce à la modification du traitement VIH. Chez elle, ce qui était le piège, c'est qu'elle avait à la fois des histoires de dépression, plus des excès d'alcool. Et pour beaucoup de cliniciens qui l'avaient pris en charge, eh bien, ils avaient mis sur ses comorbidités, qu'elles soient dépressives et comportementaux avec l'alcool, la raison de son atteinte cognitive chez une jeune femme. Et c'est pour ça qu'on a presque passé à côté une cause cette fois clairement liée au VIH avec un virus résistant. Donc, pour cette question-là, eh bien, la bonne réponse pour moi, c'était de faire une analyse de résistance virale génotypique au niveau du plasma et du LCR et d'adapter le traitement en conséquence. La question qu'on s'est posée avec Namako, c'est est-ce que les troubles cognitifs s'aggravent rapidement au cours du temps chez les personnes vivant avec le VIH traitées efficacement? Et je mets traiter efficacement, j'insiste sur cette partie-là. Pour ceux qui connaissent un peu la littérature nord-américaine, il y a une grosse étude qui s'appelle l'accord Charter, qui a suivi, qui était la seule qui avait environ 1000 personnes vivant avec le VIH au début. Après, c'est descendu autour des 500 personnes sur un suivi jusqu'à 4 ans. Ça a été publié dans Clinical Infectious Disease. Et en fait, eux disaient que lorsqu'il y avait des troubles mineurs, la probabilité d'évoluer vers quelque chose de plus grave, donc des troubles fonctionnels, donc de passer de ici à ce diagnostic-là ou la démence, eh bien, on augmentait entre 2 et 6 fois le risque de passer à cela lorsqu'on a été diagnostiqué des troubles cognitifs mineurs. Mais si on lit bien le papier de cette cohorte Charter, en fait, on réalise qu'il y avait seulement 18% des individus qui étaient chroniquement indétectables sur le plan de leur charge virale plasmatique. Et ça, c'est un message important à avoir en tête. C'est-à-dire que si vous voulez faire du bien à vos patients, pour éviter l'aggravation des troubles cognitifs, c'est vraiment de les maintenir avec une charge virale indétectable au niveau du plasma. Parce que cette étude Charter, on n'a pas du tout pu la répéter avec Namako. On a fait l'étude, un suivi à 2 ans, on a déjà analysé les données à 4 ans, on va les publier l'année prochaine. Et en fait, on ne voit absolument pas d'aggravation chez les personnes de plus que 45 ans qui ont été bilantées, mesurées par Z-score, un score donc assez sensible. Et là, vous avez le baseline 2 ans plus tard, et ça s'appelle un spaghetti plot. Donc là, vous avez 644 spaghettis devant vous et chaque trait représente un patient. Donc au début, tous ceux qui étaient normaux sont en vert ici en bas et vous voyez que la majorité restent normaux 2 ans plus tard, que ceux qui ont des troubles cognitifs associés au VIH sans répercussions fonctionnelles, donc qui fonctionnent dans la vie courante, restent aussi stables ou se normalisent. Tous ces bleus ici vont passer d'un trouble fonctionnel, d'un trouble cognitif léger à la normalité, ou au contraire, certains d'entre eux, ils vont passer à un trouble cognitif associé à autre chose que le VIH, peut-être la dépression. Et les démences, il y avait seulement 2 cas. Vous voyez qu'une s'est améliorée, une est devenue plutôt déprimée, mais n'est pas restée démente. Et puis les troubles cognitifs associés au VIH avec répercussions fonctionnelles, quelques-uns sont restés stables et la plupart se sont améliorés au cours du temps. Donc, c'est des nouvelles qui sont plutôt encourageantes et c'est un peu le message que je veux donner comme infectiologue, c'est que notre job, c'est vraiment de s'assurer que la personne reste avec une charge virale indétectable au cours du temps et ceci de manière constante, puisque le virus, on sait qu'il n'est pas très bon pour le cerveau. Et puis, ne pas croire que les données de ces cohortes qui disent que les gens s'aggravent ou qu'il y a une accélération du vieillissement, on ne l'observe pas, en tout cas chez des personnes qui prennent bien leur traitement et qui restent indétectables. Et je pense que c'est un message positif qu'on soit en Europe, en Afrique ou aux États-Unis. Mes troubles cognitifs et ma synthèse, puisqu'on ne va faire que 20 minutes avant les questions, les 2 premières conclusions seront abordées par la suite par rapport à l'étiologie et les facteurs confondants. Les atteintes cognitives liées au VIH grâce aux ARV sont le plus souvent mineures et ne s'aggravent pas si la charge virale est chroniquement indétectable. Ça, je pense, c'est un message clé à avoir en tête. Et lorsque les troubles cognitifs associés au VIH sont confirmés, malheureusement, la ponction lombaire avec mesure de la virorachie demeure nécessaire parce que cette
peut-être là qu'on a quelque chose à faire comme changement basé sur la résistance du virus et documenter s'il y a un échappement au niveau du système nerveux central, et c'est la mesure avec le liquide céphalorachidien, mais en tout cas pas de vouloir intensifier à l'aveugle le traitement. Vous allez mettre de la toxicité en plus, ça va coûter cher, pour aucun bénéfice de le faire comme ça à l'aveugle, comme ça a été montré dans l'étude de la Croix, qui j'espère sera prochainement publiée dans un bon journal. L'adaptation du traitement se fera sur la base des résistances objectives au niveau du LCR, je vous l'ai dit, et c'est vraiment sur ça que je resterai comme conclusion. Je crois qu'on a respecté les 20 minutes. Il nous reste 5-10 minutes de questions. C'est juste, Gilles, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Mathias. Oui, tout à fait juste. Je te laisse peut-être départager ton écran. J'essaye. Tu as le temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Tu as effectivement bien respecté le temps. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions dans la zone questions-réponses de la plateforme. Si possible, pas dans le chat, mais dans la zone questions-réponses. Vous pouvez aussi lever la main si vous avez envie de poser une question live. Et dans l'attente de vos questions, je voulais te demander, Mathias, tu nous as parlé disons, qu'est-ce qu'on fait au début quand on est en face d'une personne qui a un potentiel trouble neurocognitif quand il prend un traitement VIH. Et une des réflexions principales au départ, en tout cas, et c'est d'autant plus le cas quand on est peut-être dans un hôpital secondaire ou pas urbain, ce serait de voir par rapport au traitement VIH quelles sont les molécules qui pourraient être liées à un potentiel trouble neurocognitif. Tu nous as parlé de l'efavirenz, notamment. Est-ce que, sachant maintenant que l'efavirenz a été principalement remplacé dans plus ou moins toutes les cliniques dans le monde, en tout cas aussi en Afrique subsaharienne, est-ce que tu penses que ça a une implication sur le suivi des personnes qui sont sous traitement maintenant? Est-ce qu'on doit moins se méfier de problèmes neurocognitifs? Est-ce qu'on doit avoir d'autres approches quand on... Alors là, j'ai perdu Gilles, mais on va le reprendre. Je ne sais pas si vous l'avez aussi perdu. Donc, pour répondre à ces questions, je pense que j'espère que vous m'entendez et que je ne suis pas en train de parler en même temps que Gilles. C'est vrai que les molécules dolutegravir et efavirenz peuvent être associées à une atteinte cognitive. Je dirais une toxicité du SNC. Et en général, ça survient dans les premières semaines de la prescription. On a eu beaucoup de patients qui avaient un bilan sous efavirenz qui n'avaient absolument pas d'atteinte cognitive. Et le ralentissement que l'on peut observer sous efavirenz, il est plutôt matinal et rarement une atteinte fonctionnelle importante. Donc, je me souviens aussi clairement d'avoir eu des patients avec une démence arrivés aux urgences qui vraiment avaient une démence avancée liée au VIH. On les met sous efavirenz et ils ressuscitent littéralement lorsque leur charge virale devient indétectable. Et ceci en quelques semaines. Donc, je pense que le shortcut de se dire, lorsqu'il y a des plaintes cognitives, évidemment, comme clinicien, on doit s'en inquiéter de savoir est-ce que pour le dolutegravir, beaucoup plus classiquement, c'est un peu un nuage dans la tête et puis des vertiges qui sont observés par les patients, mais ceci surtout les premières semaines. Et c'est rare qu'il y ait des plaintes cognitives qui arrivent tardivement alors que la charge virale est indétectable et la toxicité du dolutegravir viennent tardivement. Donc, s'il y a des céphalées et des vertiges, normalement, si on les cherche activement, on les a déjà dès le début. Donc là, je pense qu'on doit rester vigilant. Et je pense que c'est pas parce qu'on a des médicaments qui sont plus efficaces et moins souvent toxiques au niveau du SNC que l'efavirenz qu'on doit mettre de côté le souci des troubles cognitifs dans la population VIH pour deux raisons. Premièrement, je pense qu'on doit toujours apprendre de nouvelles molécules. Hein. Clairement, on croyait au début que les INSTI faisaient aucun effet secondaire et on voit qu'on a toujours des surprises, que ce soit avec le dolutegravir, que ce soit avec le TAF où on voulait justement plus avoir d'effets secondaires liés à l'os et au rein et puis maintenant on a le poids. Et donc, je pense qu'on doit être vigilant comme clinicien de se dire que peut-être des nouvelles toxicités sont à découvrir. Et le dolutegravir est un bon exemple puisque ce n'est pas sorti dans les essais cliniques initiaux. La deuxième chose, c'est que nos populations vieillissent et c'est vrai que c'est un souci que nos patients ont. Ils lisent des articles sur l'accélération du vieillissement.
qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, je pense qu'on doit répondre aussi à leurs attentes et être le plus sérieux possible pour aussi pouvoir les rassurer. Et je trouve que le message qui est rassurant de dire qu'en fait, que dans pas mal de cohortes, lorsqu'ils sont bien traités, on ne voit pas d'accélération du vieillissement et qu'on voit plutôt une amélioration sur plein de facteurs, et puis qu'après, il reste quelques éléments, certes liés à l'âge, mais normaux. C'est un message qui est optimiste et encourageant. Et puis aussi rassurant pour les motiver à prendre le traitement, parce que s'ils ont en tête que c'est le médicament qui est responsable de leur plainte cognitive, la motivation et l'adhésion ou l'observance va être moins bonne. Et là, je pense qu'on doit être vraiment assez ferme pour dire que les médicaments, c'est une bonne chose pour le cerveau des personnes qui vivent avec l'âge. Les médicaments VIH sont bons et pour le cerveau et pour le cœur, puisqu'on sait que l'arrêt des traitements augmente aussi le risque d'infarctus. Voilà ma réponse Merci. que j'ai essayé de faire assez brève, mais pas vraiment réussie. Merci, Pardon, Mathias. une note de la régie, il y a 2 mains levées et on On y a va. accordé Les mains la levées. parole à F. Aïssa, mais il faudrait que vous puissiez ouvrir le micro de votre côté si vous souhaitez parler. Alors, Aïssa, ouvrez le micro chez vous pour parler. Sinon, il y a une deuxième personne. Fasma Rosalie, vous avez la parole aussi. Il faut juste, pareil, ouvrir le micro de votre côté. Sinon, Gilles, peut-être en attendant, on passe aux questions écrites. On n'y arrive pas. Hein. Enlevez, donc ouvrir le micro tout en bas à gauche de la plateforme, si vous y arrivez. OK, donc on va continuer avec des questions écrites. Alors à ce moment-là, en attendant que peut-être que ça fonctionne avec la régie. Une question par rapport au bilan cognitif, on va en reparler hein, du bilan neurocognitif, mais à quel moment est-ce qu'on doit penser à faire un bilan cognitif? J'imagine les tests neuropsychologiques. Oui, alors je pense que donc l'EAC, c'est assez clair. Avant d'aller envoyer le patient faire un bilan neurocognitif, EAC, et je pense à juste titre, encourage plutôt d'exclure une dépression et d'être sûr que la personne n'est pas déprimée et de traiter une dépression avant d'aller envoyer chez le neuropsychologue. Peut-être pour un aspect aussi pratique, je pense que le psychiatre est plus accessible que le neuropsychologue et vous avez plus facilement la capacité à faire des dépistages par des questionnaires sur la dépression auto-administrés que de commencer à faire un bilan neurocognitif, même si j'ai donné comme mission à Mélanie d'essayer de vous donner des outils pour que vous puissiez faire un bilan neurocognitif vous-même. On verra si, si c'est faisable ou pas. Donc, patience et écoutons Mélanie et Élise pour répondre à cette question. Mais comme clinicien, les guidelines disent d'abord exclure une dépression et c'est seulement si la dépression est exclue que là, après, on les envoie faire le bilan neurocognitif. Et puis alors la place de la ponction lombaire, Mathias, tu l'inscris au même moment où tu fais un bilan neurocognitif? Je l'inscris clairement après le bilan neurocognitif. S'ils sont confirmés, là, OK, on peut discuter d'aller faire la ponction lombaire. Mais je ne ferai pas la ponction lombaire à tout le monde. Nous, on a un setting qui est idéal, c'est-à-dire qu'on fait une consultation d'une journée multidisciplinaire. Et c'est vrai qu'on profite de tout faire ce jour-là parce que ça nous permet de discuter tous ensemble, le psychiatre, le neuropsychologue, l'infectiologue, le radiologue, et on fait la ponction lombaire, la prise de sang le même jour. Ça, c'est le setting, je dirais, la Rolls-Royce de la consultation. Et c'est vrai que depuis 2011, on en profite beaucoup. Mais il faut être honnête, c'est la ponction lombaire systématique. Dans beaucoup de situations, on a une ponction lombaire qui revient indétectable, alors qu'on n'a même pas encore la preuve que la personne a des troubles cognitifs. Donc, c'est un peu des ponctions lombaires que l'on fait pour une question pratique, dans un setting idéal, mais qui ne sont pas absolument indispensables. Et je comprends que lorsqu'on n'a pas ce setting-là, il ne faut pas forcément aller systématiquement à la ponction lombaire. Ce n'est pas ce qui est recommandé et ce n'est pas ce que je recommande non plus. D'accord. Très bien, merci Mathias. Les questions tournent tout autour du bilan neuropsychologique et de la ponction lombaire, donc c'est bien, on va y revenir par la suite. Je propose alors qu'on passe à la suite. Mathias, tu restes avec nous et tu pourras toujours encore commenter certains aspects par la suite. Et puis alors, on passe à la deuxième présentation, qui est cette fois-ci alors le point de vue de la neuropsychologue. Et donc, c'est Mélanie Biller qui va nous parler de ça.
Donc, Mélanie est neuropsychologue au CHUV, donc au Centre hospitalier vaudois, donc à Lausanne, en Suisse. Elle a fait des études de physique, je crois, auparavant, si j'ai bien suivi de physique, et puis elle a un PhD en sciences. Et puis elle travaille actuellement au CHUV, dans le service des maladies infectieuses, où elle s'occupe, entre autres, de méthodes pour optimiser un petit peu la rémédiation cognitive. Alors, tu vas, j'imagine, nous parler un petit peu de ça. Et puis, tu te bases, entre autres, sur les données auxquelles tu as eu accès dans Namaco, donc dans cette étude lausannoise, pour développer ce genre de modèle-là. Donc, je te laisse la parole. Et puis, on va commencer directement avec le quiz. Je veux juste dire que tout à l'heure, on a oublié de mettre les réponses, en fait. Et même si tu ne vas pas nous donner ta version des réponses, c'est quand même intéressant qu'on voit les réponses des participants après avoir posé les questions. Donc, je te laisse traverser les questions et puis ensuite, on montrera les réponses des participants. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par ce petit sondage avec deux questions. Donc, quel test utiliser pour dépister les troubles cognitifs chez les patients vivant avec le VIH en Afrique? Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Mélanie, je te conseille de lire les réponses parce que même moi, je ne sais pas ce que c'est que ces abréviations. Alors, l'échelle de Demons pour les HIV qui est internationale, la MoCA, Montréal Cognitive Assessment B, de type basique. Donc, la même échelle IHDS et la MoCA B, les deux, il faut passer les deux. Cette MoCA basique plus un test de rapidité de traitement de l'information, Single Digit Modalities Test, plus l'IHDS, mais seulement les items moteurs. L'IHDS plus la MoCA plus ce Single Digit Modalities Test et l'IHDS version moteur. Alors forcément, ça ira mieux une fois que vous connaîtrez les tests. J'imagine qu'une des préoccupations, là, c'est de savoir s'il faut faire un test ou plusieurs tests. Ouais. Et puis, vu les réponses, vous pouvez déjà imaginer qu'un test ne va pas suffire. Ok, vous me dites si je peux passer à la deuxième question. Tu peux passer à la deuxième et puis on regardera les réponses. D'accord. Oui, dans la présentation, il y a toutes les réponses. Donc, quel facteur de risque adresser pour éviter l'installation d'une maladie neurodégénérative? Réponse 1, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'isolement social, l'inactivité physique, l'éducation ou la perte auditive. Je précise qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. À la régie, on peut nous montrer ce que les gens ont voté. Voilà. Ok, intéressant. Donc, des réponses très partagées pour la première question. On a à peu près toutes les versions. Et puis, les gens, pour la deuxième version, ont l'impression qu'on a besoin de se soucier de la plupart des éléments que tu as mentionnés. Voilà. On peut le voir juste en bas. Ouais. Ah oui. Voilà. Avec une majorité pour l'isolement social et ensuite les facteurs de risque cardiovasculaire. Ok, parfait. Voilà. Je te laisse partager ton écran. Volontiers. Okay. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, hein? Oui, c'est parfait. Ok, je vais encore bouger ça. C'est bon. Voilà. Donc déjà, je voulais vous remercier sincèrement de m'avoir invité à ce webinaire. Et je suis très fière de pouvoir vous présenter en fait le point de vue de la neuropsychologue pour voir comment on évalue les troubles neurocognitifs chez les patients qui vivent avec le VIH. Donc, je me suis dit que je vais aborder cette présentation en 10 questions. Donc, les fonctions cognitives, c'est quoi, brièvement? La neuropsychologie, c'est quoi? Pourquoi le VIH engendre des troubles neurocognitifs? Quelles plaintes on trouve chez les patients VIH, des plaintes donc subjectives? Comment évaluer la sévérité des troubles neurocognitifs?
quels troubles neurocognitifs trouve-t-on chez les patients avec VIH? Quels outils de dépistage cognitif utiliser? La réserve cognitive cérébrale, c'est quoi? Quels facteurs de risque sont modifiables? Quelles recommandations peut-on faire aux patients vivant avec le VIH pour rester fit cognitivement? Donc, les fonctions cognitives, c'est quoi? Quand on est, en fait, on est avec notre cerveau qui est déjà pré-câblé, et puis on reçoit dans le berceau un certain capital d'intelligence qui va nous permettre de commencer à catégoriser les éléments de l'environnement et à traiter aussi les informations avec une certaine vitesse. Parallèlement à ça, en fait, on va faire des apprentissages, que ce soit le langage, qu'il soit oral ou écrit, le calcul, la logique, des connaissances qu'on va acquérir. Et donc, là-dessus vont se développer nos fonctions intellectuelles, notamment l'attention, les fonctions exécutives qui vont beaucoup dépendre de notre capital d'intelligence, mais qui mettent du temps à se développer, mais aussi le langage, le calcul, la mémoire, la motricité et la sensorialité qui dépendent aussi de l'attention des fonctions exécutives et aussi des apprentissages que je vais faire. La neuropsychologie, c'est quoi? C'est une science qui étudie la relation entre le cerveau et les comportements humains. Elle est issue des neurosciences et puis, plus en détail, cette science, elle étudie le rôle des structures cérébrales dans l'acquisition de nouvelles connaissances ou dans la reconnaissance d'objets de l'environnement. Elle distingue le fonctionnement normal du fonctionnement pathologique et puis elle va évaluer quels sont les troubles, l'effet des troubles neurologiques sur la cognition, le comportement, la personnalité et les émotions. Et puis, elle va le faire en essayant de garder à l'esprit si c'est plutôt des troubles qui sont liés au développement, des troubles qui sont acquis suite à une lésion ou bien des troubles de type neurodégénératif. Il y a deux champs dans la neuropsychologie. Il y a l'évaluation neuropsychologique où le but, c'est en fait de faire une sorte de photo des fonctions intellectuelles d'un patient au temps T. Et puis, il y a l'intervention neuropsychologique où, effectivement, on essaye de faire de la remédiation cognitive, c'est-à-dire fortifier les aptitudes cognitives qui sont touchées, les entraîner, voire même des fois, en fait, les fortifier. Maintenant, pourquoi le VIH engendre des troubles neurocognitifs? En fait, Mathias vous l'a déjà présenté, mais je vous présente un peu plus de facteurs. Il y a des facteurs qui sont associés au VIH et d'autres qui ne le sont pas. Pour voir les facteurs qui sont associés, qui ne sont pas associés au VIH, donc on vous a parlé de l'âge, mais aussi du niveau d'éducation. Il y a aussi des facteurs génétiques qui vont justement distribuer cette intelligence, pas forcément toujours de la même manière. Il y a des facteurs qui sont liés au style de vie, comme par exemple notre modalité de notre alimentation, notre sommeil, mais aussi la consommation de substances comme le tabac, l'alcool et autres drogues. Et puis, il y a l'état de santé actuel avec potentiellement des comorbidités et d'autres maladies. Puis après, il y a des facteurs qui sont purement liés au VIH, comme par exemple, est-ce que le VIH est-ce qu'on a pu le traiter correctement et puis minimiser le taux de virus dans le sang? Il y a aussi la toxicité des traitements, en fait, qui risquent de jouer un rôle sur les fonctions intellectuelles. Et puis, il y a des impacts psychologiques liés au VIH, comme le stress, l'anxiété, la dépression et la fatigue. Et tout ça, ça va avoir un effet, d'une part, sur les performances à l'examen cognitif, mais aussi, ça va générer des plaintes subjectives. Alors, commençons peut-être par les plaintes subjectives. Alors là, je vous ai tiré une publication de ma collègue Samantha Simioni qui a étudié 200 patients vivant avec le VIH qui sont traités par les traitements antirétroviraux et donc avirémiques et sans dépression majeure. Chez ces gens-là, 27% d'entre eux se plaignaient, avaient des plaintes cognitives. De quel ordre? 18% avaient des plaintes mnésiques, 16% avaient rapporté un ralentissement idéique qui répondait oui clairement à avez-vous l'impression d'être plus lent, et puis 9% rapportaient un déficit attentionnel, c'est-à-dire qu'ils répondaient oui clairement à avez-vous des difficultés à prêter attention. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 27% de patients, il y avait seulement 84% d'entre eux qui avaient des troubles neurocognitifs. Ça veut dire qu'en gros, 16% de ces gens se plaignent sans avoir de troubles neurocognitifs.
Donc, les plaintes, ce n'est pas suffisant pour identifier qu'il y a un trouble neurocognitif. Alors, maintenant, comment on évalue la sévérité de ces plaintes? Actuellement, en fait, on se base sur les critères de Frascati. Il faut faire attention parce que ce sont des critères, en fait, de recherche où on doit évaluer, on fait une évaluation standardisée d'au moins 5 domaines cognitifs, la mémoire, l'attention, le langage, les fonctions exécutives, la vitesse de traitement de l'information, la perception et puis les habiletés motrices. Et puis, ces critères de Frascati nous disent que si on a des déficits cognitifs dans 2 domaines ou plus qui sont à un écart type de la moyenne, alors on va retenir un trouble neurocognitif léger à modéré et on va le classer comme ANI s'il n'a pas de répercussions dans la vie quotidienne. Au contraire, si on a la même chose, mais avec répercussion sur la vie quotidienne, on va retenir un Mild Neurocognitive Disorder, et on va dire que ce sera des troubles légers à modérés. Si, au contraire, on a 2 domaines cognitifs qui sont touchés à plus de 2 écartifs, là, dans ce cas-là, on va retenir en fait une démence associée au HIV ou un HAD. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer que depuis qu'on peut traiter les patients, en fait, le paysage de l'impact des troubles neurocognitifs a vraiment changé. Si vous regardez cette publication de Saylor, vous voyez que le nombre de HAD a nettement diminué, donc de cas très sévères. Au contraire, le nombre d'ANI en fait a augmenté. J'aimerais juste aussi vous rendre attentif au fait que quand on catégorise comme atteint les patients qui sont à un écart type, on est super sévère parce que dans une clinique mémoire, nous, on va retenir comme trouble neurocognitif seulement les cas de personnes qui sont à 2 écarts types et plus. Et donc, il y a 11% de patients qui sont dans ces années que moi, j'aurais catégorisé comme normal. Maintenant, quels troubles neurocognitifs trouve-t-on chez les VIH? En fait, ça n'a pas simplement changé depuis le traitement, que les gens prennent des traitements antirétroviraux. Sans traitement, on observait une atteinte de type sous-cortical et aussi de la substance blanche qui engendrait en fait un ralentissement psychomoteur, un dysfonctionnement exécutif, des troubles de la motricité, et puis il y avait des symptômes psychiatriques associés tels qu'apathie, dépression, émoussement affectif. Il y avait certains tests qu'on utilisait de manière prioritaire pour dépister ça, des tests de motricité fine, des tests de vitesse de traitement de l'information, et puis un test plus exécutif qui est une fluence verbale, ça correspond à donner le plus de noms d'animaux en 1 minute, par exemple. Depuis que les patients prennent des traitements antirétroviraux, on trouve par contre que l'attente a changé. Elle est cortico-sous-corticale avec une atteinte sous-corticale qui est moins marquée, mais par contre une atteinte corticale qu'on n'avait pas avant, avec une atteinte notamment de la mémoire, et puis une atteinte exécutive qui est plus marquée. Prenons l'exemple de la cohorte NAMACO pour voir un petit peu à quelle fréquence on trouve quoi. En fait, de cette cohorte de 981 patients, il y a 40% des gens qui avaient un trouble neurocognitif. Parmi ceux-ci, il y en a un tiers, donc 13%, qui avaient des troubles neurocognitifs qui étaient liés en fait à une autre chose que le VIH, et 26,8% de patients qu'on pouvait catégoriser comme ayant des troubles neurocognitifs qui étaient liés au VIH. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ANI, 25,4%, et puis très peu de MND et de HAD. Ça veut dire qu'en fait, les patients sont quand même bien traités. Qu'est-ce qu'ils avaient comme difficulté cognitive? 41% avaient des troubles de la motricité, un tiers avait un ralentissement, et un tiers avait aussi des troubles attentionnels. 1 sur 5 avait des fonctions exécutives qui étaient touchées. Un peu moins de 1 sur 5 avaient des troubles de la mémoire, 7% avaient des troubles du langage et 5,8% des troubles de la perception. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, maintenant, on a pu suivre cette cohorte et regarder ce qui se passe à 2 ans après cette baseline pour voir si ça s'améliore ou au contraire, les résultats, les fonctions cognitives se dégradent.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 644 patients qui ont fait les 2 évaluations, donc à la baseline, et qui sont revenus 2 ans plus tard. Et parmi eux, 31,7% de patients avaient des troubles cognitifs. Probablement qu'il y en a qui avaient des troubles cognitifs qui ne sont pas revenus la 2e fois. Mais ce qu'on observe, c'est toujours cette proportion de 1/3 de patients qui ont des troubles cognitifs qui ne sont pas liés au VIH et puis 2/3 qui sont liés au VIH, avec de nouveau une grande proportion de ces gens qui ont en fait un trouble cognitif léger de type ANI. Au niveau des fonctions cognitives, il y a moins de patients qui ont des troubles de la motricité, il y a moins de patients qui ont un ralentissement, il y a moins de patients qui ont des difficultés d'attention et de mémoire de travail, il y a beaucoup moins de patients qui ont des difficultés exécutives, une bonne nouvelle. Et puis, par contre, il y a plus de patients qui ont des difficultés de mémoire. On ne sait pas encore si c'est vraiment lié à l'âge ou pas. Il y a aussi un peu moins de patients qui ont des troubles du langage et il y a une proportion significative de gens qui ont moins de troubles de la perception. Donc, c'est vraiment positif quelque part. Vous voyez qu'ils progressent en mieux. Il y a une amélioration. Maintenant, est-ce que vous devriez utiliser le bilan cognitif qui a été passé à Namako pour évaluer vos patients? Je pense que la réponse c'est non, parce que c'est un bilan réalisé sur 2 heures par une neuropsychologue qui est expérimentée. Et puis du coup, j'ai été regarder un peu dans la littérature ce qu'on vous conseille aujourd'hui d'utiliser et d'administrer comme tâche de screening. J'ai fort heureusement vu arriver le MoCA, ou la MoCA, disons, qui est un test qu'on utilise couramment dans toutes les cliniques mémoire pour dépister les troubles cognitifs chez nos patients. Et puis, en fait, dans cette publication de Chan et al., il montre clairement qu'un seul test, ce n'est pas suffisant pour obtenir en fait suffisamment de sécurité, en fait, de ne pas avoir de faux positifs. Donc, je vais vous montrer ce que je vous propose. Déjà, je vous propose d'aller visiter les sites internet que vous trouverez ici, parce que vous trouvez tous ces tests, en fait. La MoCA, elle est accessible gratuitement. Si vous voulez faire une certification, ça coûte un petit quelque chose, mais pas grand-chose. Et puis, elle évalue en fait la majorité des fonctions intellectuelles, c'est-à-dire l'aptitude viso-spatiale, les fonctions exécutives, le langage, la mémoire, l'attention, l'abstraction et l'orientation spatiale et temporelle. On est d'accord que c'est un screening. Ça ne va pas être aussi fiable que, enfin, en fait, chacune des fonctions, vous n'allez pas pouvoir vous fier à la MoCA pour vraiment être sûr qu'elle n'est pas touchée. Mais si vous mettez tout ça ensemble, en fait, c'est quand même très robuste. Ça prend 10 minutes à le faire passer. Si vous avez un score de 26+, eh ben, c'est normal. En dessous, c'est pathologique. Cette MoCA B, que j'ai aussi été regarder, c'est en fait une version de la MoCA Basic qui a été réalisée pour des patients avec petit niveau d'éducation, avec notamment des patients illettrés. Donc, je pense que c'est intéressant, parce qu'en Afrique, vous risquez d'avoir une partie de personnes qui sont de ce type-là d'éducation. Là, il y a un cut-off qui est à 24 points et plus, qui est censé être normal. Ce Simple Digit Modalities Test, il évalue l'attention, la perception visuo-spatiale, la mémoire de travail et la vitesse psychomotrice. La vitesse psychomotrice, vous n'allez pas trouver ça dans la MoCA, en fait. Il est court, 5 minutes de passation, et vous trouvez des normes qui incluent aussi un sous-ensemble de personnes en Australie qui avaient un très faible niveau d'éducation, enfin, peu d'éducation. Cette International Achievement Dementia Scale, c'est un score sur 12 points. Elle évalue la mémoire, la dextérité manuelle et une séquence gestuelle. Ça prend 2 minutes à faire passer l'évaluation motrice. Je vous explique pourquoi après. Puis, il y a un cut-off à 10, si vous voulez la faire passer en entier. Puis enfin, j'ai été regarder aussi ce que c'était ce Story Recall qui était présenté dans cette publi de Chan. Alors ça, moi, je ne vous conseille pas, parce qu'en fait, c'est une épreuve, une sous-épreuve de la mémoire logique de la MEM. C'est une batterie qui coûte cher. Et puis, en plus, cette épreuve, elle est très dépendante du niveau d'éducation. Alors, du coup, voilà la MoCA, je vous la présente rapidement. Donc, vous avez une première épreuve qui est visuo-spatiale, il faut rechercher des cibles, et puis ça évalue la flexibilité.
Donc, le but, c'est de relier les points en alternant chiffres et lettres. La deuxième épreuve, c'est copier un cube. Faites attention, cette épreuve-là, elle est aussi très sensible au niveau d'éducation. La même chose pour la suivante, qui est dessiner une horloge. Vous devez dessiner un cadran et puis mettre les aiguilles de telle manière qu'il soit 11h10. Par contre, le suivant, la dénomination, dénommer 3 animaux. Et puis, la mémoire, ça, c'est pas forcément lié au niveau d'éducation. Donc, vous devez apprendre une liste de 5 mots que vous allez lire aux patients une première fois et vous les répétez, vous allez les lire une deuxième fois. C'est très important vraiment de suivre le protocole. Vous trouvez tout sur le site que je vous ai mis au slide précédent. Et apprenez vraiment à la faire passer de manière assidue, en fait. On doit vraiment suivre les consignes. Il y a 3 petites épreuves d'attention. La première, on doit dire aux patients de répéter des chiffres à l'endroit, ensuite de répéter une série de chiffres à l'envers. Ensuite, on lui lit des lettres et il doit dépister la lettre A. Ensuite, on lui fait faire 5 calculs où il doit chaque fois retirer 7. Et pour le langage, on lui fait répéter 2 phrases. Il y a une épreuve d'abstraction où on lui explique qu'en fait, on lui demande quel est le point commun entre une banane et une orange. Par exemple, ça, c'est des fruits. Alors, si je vous demande le point commun entre un train et une bicyclette, ce serait, et entre une montre et une règle. Voilà. Ensuite, à distance, il y a un rappel différé, bon, bien sûr, à peu de minutes après, où on demande de rappeler les 5 mots. C'est important que vous compreniez qu'en fait, le score pour le rappel, il est sur 5 et il est lié vraiment au rappel libre, c'est-à-dire, rappelez-moi les mots que je vous ai fait répéter tout à l'heure. Si la personne n'arrive pas à trouver un des mots, vous pouvez ensuite lui donner un indice catégoriel. Vous pouvez lui dire, par exemple, « Ah ben, il y avait une partie du corps ». Si elle vous dit que c'était visage, vous allez mettre 1 sous indice de catégorie. Si elle ne trouve pas que c'est visage, alors vous allez lui dire en fait, c'était quoi, nez, visage ou main? Et là, à nouveau, c'est une partie reconnaissance. Si elle vous dit visage, vous allez mettre 1 sur indice de choix multiple, et sinon 0. C'est très intéressant cette épreuve de rappel parce que si la personne échoue le rappel libre, donc elle aura 0 points sur 5 pour son mocal, elle va perdre 5 points. Mais par contre, ça montre en fait qu'elle a encodé des informations. Et là, c'est un indice assez fort qu'il y a de bonnes chances qu'il y ait une dépression qui soit responsable de ces difficultés à récupérer l'information. Ce n'est pas des troubles de la mémoire, c'est des troubles plutôt qui sont liés aux fonctions exécutives. Ensuite, il y a 6 items qui sont liés à l'orientation, donc la date, le mois, l'année, le jour, l'endroit et la ville. Voilà, donc ce n'est pas infaisable, c'est assez. Tous nos médecins, ils font passer cette échelle. Et comme je disais, c'est assez rapide à administrer quand on est un peu entraîné. Pourquoi j'ai proposé d'utiliser encore les 2 autres tests? Je dirais parce que le Symbol Digit Modalities Test, c'est une épreuve qui teste en fait le ralentissement psychomoteur. Il existe une version aussi qu'on peut faire par oral, et ça c'est intéressant. Et puis, si je prends l'IHDS, donc l'International Dementia Scale, je trouve que les items moteurs sont intéressants parce que dans la MOCA, vous n'avez pas la possibilité de mesurer s'il y a un ralentissement moteur ou pas. Et vous risquez de les trouver si la personne n'a pas été traitée sous tard à l'époque. Voilà. Pour les personnes de petit niveau d'éducation, il existe une version de cette MOCA qui a été adaptée pour des gens qui ne savent pas lire. Et donc, je vous conseille plutôt de choisir cette évaluation-là. Et donc, la réponse à ma question, c'était ça. Ça dépend du niveau d'éducation. Si vous avez un petit niveau d'éducation, alors choisissez la MOCA B, la SDMT et puis la HDS, seulement les items moteurs, qui sont très rapidement administrés. Et puis sinon, si vous avez un niveau d'éducation plus élevé, alors prenez la MOCA normale, le SDMT et l'IHDS moteur. Voilà. Je voulais brièvement encore vous parler un peu de ce que c'est que la réserve cognitive et cérébrale. Donc, la réserve cérébrale, c'est un peu le capital de neurones qu'on a et de synapses et tous les moyens qu'on peut utiliser pour essayer de maintenir ce capital neurones et synapses, voire même d'en augmenter, vu qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut faire naître des neurones dans certaines aires du cerveau.
Et puis la réserve cognitive, c'est plutôt lié à nos réseaux et à leur efficacité. C'est-à-dire que quand on entraîne nos réseaux, ils vont être plus efficaces et ça, on peut le faire en faisant de la simulation cognitive, notamment par le biais de l'éducation, mais aussi des activités de loisirs, par la nutrition, mangeant correctement, et puis en maintenant de bons liens sociaux avec ses proches. On peut au contraire, la sédentarité, la malnutrition, le manque d'éducation, l'isolement social sont des facteurs qui vont diminuer cette réserve cognitive. Je voulais vous faire part en fait, de cette publication de Livingstone que je trouve extrêmement intéressante pour la suite, pour le bénéfice que pourraient en tirer nos patients. Donc, il y a des facteurs de risque qui permettraient d'influencer, de prévenir 40% des démences. 40%, c'est énorme, je trouve. Donc, il y a notamment, si on traite bien les facteurs de risque cardiovasculaires, on pourrait éviter 9% de démence. Si on développe et on entretient sa réserve cognitive, on pourrait éviter 21% de maladies neurodégénératives. Si on entretient sa santé mentale, 4%, et des comportements à risque liés à l'environnement, 6%. Vous voyez, alcool, traumatisme crânien, dépression, bref, des facteurs à exploiter. Donc maintenant, la réponse à ma deuxième question, en fait, c'était tous ces facteurs sont des facteurs que vous devriez adresser. Du coup, je vous encourage à aller sur Internet télécharger ces 2 brochures qui ont été faites par l'OMS, qui sont des guidelines et des recommandations pour notamment faire de l'activité physique et cognitive. Et sachez que tout ce qui est bon est bénéfique pour le cerveau. Et enfin, j'aimerais vous présenter les amis de la mémoire, qui est une application qui démontre que chacune de ces activités sont bonnes pour entretenir son cerveau et notamment sa mémoire. Donc, à recommander et pratiquer sans modération. Voilà, c'est un peu ma conclusion et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mélanie. Magnifique présentation qui nous a tous éclairés, moi y compris sur l'utilité et les possibilités de testing et surtout aussi de dépistage des troubles neurocognitifs dans notre pratique de tous les jours. J'aimerais donner la parole à Anne Jom qui a levé la main. En fait, je n'ai pas levé la main. J'ai vu qu'on me donnait la parole, mais en fait, je n'ai pas levé la main en tant que telle. J'étais attentive et j'ai vu juste les gestes de la dernière diapositive. Bon, pour parler un peu de moi, c'est vrai que j'ai été très, très impliquée dans le VIH, mais je suis à la base pédiatre. Et actuellement, c'est vrai que dans le cadre d'un projet, nous travaillons beaucoup plus sur les femmes infectées par le VIH, également du traitement antirétroviral. C'est pour ça que je me suis intéressée à participer à cette première formation continue d'Afranom. Mais donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions particulières. Je crois que j'ai beaucoup appris. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant. Il y a quelques questions dans le chat. On nous parle de l'âge. En fait, une des questions qui revient, c'est quand on pense aux troubles neurocognitifs chez les personnes qui vivent avec le VIH, est-ce que l'âge a un gros impact? Est-ce qu'il faut se douter de ce genre de problématiques chez les jeunes aussi? Il y a quand même une bonne partie de la cohorte NAMACO qui avait des troubles neurocognitifs et qui était assez jeune. Je pense que forcément, ceux qui sont plus âgés, ils ont dû avoir des traitements pendant longtemps qui étaient moins efficaces que ceux qu'on a maintenant, en fait. Mais il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en ligne de compte, comme par exemple la dépression. Et puis, j'ai regardé un petit peu les données de NAMACO et il semble qu'il y a plus de personnes qui sont déprimées, qui sont jeunes. Alors, je ne sais pas ce qu'il est arrivé des personnes âgées. Est-ce qu'elles se sont habituées à vivre avec le VIH et qu'en guillemets, elles vivent mieux maintenant avec ces nouveaux traitements qu'avant? Je ne sais pas. Mais oui, Merci. en fait, les jeunes sont aussi touchés et puis probablement pas pour les mêmes choses, en fait. D'accord, très bien. Quand on parle il y a une question par rapport aux autres infections, en fait, qui pourrait être un facteur important dans le cadre de troubles neurocognitifs. Est-ce qu'on sait si certaines de ces personnes, notamment dans l'étude NAMACO, avaient d'autres infections qui auraient pu expliquer un certain nombre de ces complications? On parle de CMV ou autres.
Est-ce que tu le sais ou est-ce qu'il faut demander ça à Mathias? Ça, c'est plus Mathias qui pourra répondre, mais je pense que oui, il y en avait. Mais lui, moi, je ne suis pas médecin, donc je pense qu'il arrivera mieux à expliquer ce genre de choses. Alors, demandons à Mathias. Ce qu'on avait cherché, c'était pour la co-infection HCV qui était décrite dans la littérature. Et en fait, on n'avait aucun signal d'association entre les gens qui étaient co-infectés HCV n'avaient pas plus de troubles cognitifs que les non co-infectés. CMV, on ne l'a pas regardé, mais HCV, on l'avait cherché et on n'avait rien trouvé. D'accord, merci Mathias. On a une autre main levée. Baïri. Vous pouvez y aller si vous avez une question. Vous avez le micro? Enfin, si vous arrivez à accéder au micro, interrompez-moi. Sinon, je continue moi avec une question pour Mélanie. Finalement, une des questions qu'on peut se poser, qu'on s'est longtemps posée, c'est est-ce que ça vaut la peine de dépister tout le monde finalement, peut-être une fois à la consultation, ou bien est-ce qu'il faut vraiment se focaliser sur les personnes qui rapportent des symptômes? Ben, vous avez vu que si on se fie que en fait aux plaintes, ben on va rater 14% de gens qui ont quand même non, enfin disons si on va trouver 84% des gens qui ont des troubles neurocognitifs, mais si on évalue ceux qui n'en ont pas, donc je dis n'importe quoi, pardon. Ouais, en fait, ça suffit pas de se baser sur les plaintes. Je crois que ce qui est important, c'est que s'il y a des plaintes, il faut déjà essayer de faire les tests de screening pour voir où on arrive. Et puis ensuite, si ces tests de screening sont mauvais, alors là, je demanderai un examen neuropsychologique, mais je ne ferai pas l'examen neuropsychologique chez tout le monde. Par contre, les tests de screening, je les ferai chez tout le monde. D'accord. Très bien. On a l'habitude de le faire chez nous, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est fait partout de manière régulière. Peut-être je changerai encore juste une chose, surtout si la personne a 60 ans et plus. D'accord. Voire même 50 et plus. Une question que je me posais rapidement avant de donner la parole à l'autre collègue. Si on se met à faire ces 3 tests que tu proposes, combien de temps ça prend? Je pense que ça prend à tout péter 17 minutes. 17 minutes, hein, les 3. Okay. Oui, mais je pense que si après on devient performant aussi pour faire le SDMT, ça peut prendre, ouais, c'est 90 secondes où la personne en fait doit faire ce SDMT. Donc là, on mesure combien de symboles il arrive à associer, mais il faut lui expliquer la consigne en fait et vérifier qu'il ait bien compris. Donc c'est ça qui prend un petit peu plus de temps. Et puis après, c'est la même chose en fait pour les 2 épreuves motrices. Honnêtement, pour les avoir fait passer, ça ne prend pas plus de 2 minutes. Donc, c'est pour ça que je dis 17. D'accord. Très bien. Cyprien aimerait la parole. Oui, merci à vous. Je suis docteur Abbé d'Abidjan, précisément médecin infectiologue et chef de service population hautement vulnérable au programme national de lutte contre le sida. Alors, j'ai vraiment suivi vos 2 comment dirais-je, experts qui ont présenté diverses stratégies. Je voulais savoir le dernier exposé, c'est que je voulais savoir si c'est les épreuves que vous avez présentées, le coût en consultation, ça revient à combien? Et est-ce que ces épreuves-là que vous avez présentées, est-ce que ces épreuves ça peut s'adresser en cas d'amnésie antérograde ou rétrograde? Est-ce quel type d'épreuve que vous souhaiterez qu'on adresse chez un patient PPVIH, par exemple? Et j'ai posé plein de questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez. Oui. Et chez nous, ici, il y a. Bon, ouais, vous n'avez pas ça, mais je pense qu'il y a. Je l'ai vu, j'en ai posé quelques-unes de vos questions. Hein. Quelques-unes. Voilà, oui. Donc, ici, on retrouve généralement des séquelles en lien avec la toxoplasmose ou la cryptococose neuroméningée, par exemple, où c'est vrai que le cas de décès sont vraiment nombreux. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous, dans votre cohorte,
vous avez retrouvé ces genres de pathologies, par exemple en Europe? Voilà, merci. Alors, peut-être que je peux juste, peut-être qu'on pourrait résumer une de vos questions par est-ce qu'il faut adapter les tests qu'on utilise à la pathologie qu'on a en face de soi? Est-ce que si on a quelqu'un où on a quelqu'un d'immunodéprimé avec une pathologie opportuniste, est-ce que les tests qu'on utilise seront les mêmes que dans la routine chez quelqu'un d'asymptomatique? Moi, je dirais que non, justement, en fait. Il faut faire passer ces tests de screening, mais après, il faut apprendre, en fait, à comprendre quelle est la clinique là derrière. Parce que suivant où on va perdre des points, ça va donner, en fait, des indices sur qu'est-ce qui est touché. Tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, de la récupération des items en mémoire. Bien sûr que nous, quand on est dans un centre mémoire, c'est surtout la mémoire qui va nous intéresser. Mais là, en fait, vous voyez, on peut dissocier et ça nous donne en fait un glimpse de savoir si c'est la mémoire qui est touchée ou les fonctions exécutives. Mais après, vous pouvez aussi voir si le patient est ralenti, par exemple, s'il a des difficultés de flexibilité mentale. Il faut regarder où il perd les points. Et c'est là où on peut faire le lien après avec la pathologie. Mais pour ça, il faut déjà être bien aiguisé. Il faut savoir faire passer l'épreuve de manière standardisée. Et ça, en fait, ce site que je vous ai donné vous donne la possibilité de le faire. Moi, j'ai pu avoir les protocoles gratuitement, j'ai essayé justement, mais j'ai vu qu'ils proposent une certification, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas très chère, je crois, pour que quelqu'un vérifie que vous les faites passer correctement. Si vous utilisez ça dans votre pratique, vous mettez ça dans votre pratique clinique, moi je pense que ça vaut la peine de faire la certification. Comme ça, vous serez sûr de les faire passer correctement et puis on vous indiquera aussi quelles sont les subtilités. Ou alors, discuter avec un neuropsychologue qui va vous expliquer justement quel sous-test est-ce quoi et à quoi je dois faire attention et qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'il y a toute une lecture, en fait, derrière ces épreuves. Donc voilà, oui, je le ferai passer de manière systématique à tous les patients et puis après, à votre place, j'essayerai d'apprendre à interpréter ces tests. Et là, après, vous pouvez faire le lien avec la pathologie. Merci. Une question très concrète. Est-ce que ces tests sont différents ou si oui, à quel point sont-ils différents du mini mental state qu'on utilise en gériatrie? Ça, c'est une excellente question. En fait, le mini mental state, il a un gros défaut, c'est qu'il n'évalue pas les fonctions exécutives. Or, les fonctions exécutives, c'est quand même un domaine très important qui pose beaucoup de problèmes aux gens dans la vie quotidienne quand ça ne fonctionne pas. Et donc, on est passé dans les centres mémoire du MMS à la MOCA parce que justement, elle est plus complète. Et puis qu'elle inclut ces épreuves exécutives. Et aussi, ils ont révisé un peu les items de telle manière à mettre un peu de jeunesse. Mais avant, on faisait passer la MMS et le test de l'horloge. Il n'empêche, il n'y avait pas de test de flexibilité mentale, par exemple. Et puis, dans le MMS, il n'y a pas non plus d'indissage sémantique. Donc, on n'arrive pas à comprendre d'où viennent les difficultés mnésiques. Tandis qu'avec la MOCA, oui. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. D'accord, très bien. Donc, favoriser les tests que tu as montrés par rapport au oui, au MMS. Que les gens connaissent quand même encore un peu plus, je pense, de manière générale. Oui, mais en fait, vraiment, comme c'est accessible librement et puis qu'on peut apprendre à les faire passer, vous avez vraiment avantage à utiliser ces tests maintenant. Peut-être qu'on pourrait faire on pourrait s'imaginer faire une petite séance de tests en live avec toi. Ça pourrait être une idée pour la suite. J'avais une question que j'aurais aimé rapidement, mais peut-être qu'on la pose à Mathias s'il est là. Il y a une question qui revient régulièrement chez les auditeurs, avant qu'on passe la parole à la troisième personne, par rapport aux opportunistes. Est-ce qu'il y a un lien entre les différents types d'opportunistes et puis les différents types de troubles neurocognitifs qu'on peut retrouver? Voilà un petit peu le résumé de ces questions-là. Non, parce que comme vous le savez, les infections opportunistes, et je rebondis sur la question d'avant de Cyprien, les toxos ou cryptos les abcès toxos peuvent être à différents endroits dans la tête et en fait, ça se comporte quasiment comme un accident vasculaire cérébral. Vous avez des lésions liées aux abcès toxoplasmiques qui vont avoir une symptomatologie neurologique directement liée au site des lésions. Et
Bah oui, et c'est vrai qu'on en a moins que chez vous en Afrique d'infections avec un stade sida et une infection du SNC. Ben, on en a encore. J'en ai encore une il y a quelques mois en arrière, une toxoplasmose importante dans la tête. Là, on fait un bilan neuropsychologique de baseline. On ne va pas le répéter avant une année, 2 ans, parce qu'on sait que la récupération, elle est jusqu'à 4 ans, on peut voir encore des améliorations des fonctions cognitives. Donc, ça vaut la peine de se battre chez ces gens avec des abcès toxoplasmiques. Et, euh, et c'est comme pour les AVC, ils peuvent encore récupérer longtemps après. Et de faire une rééducation neurologique, une neuroréadaptation poussée chez ces gens, ça vaut la peine et de vraiment le faire. Parce qu'ils peuvent récupérer vraiment pas mal. Et je trouve assez impressionnant de voir certaines personnes qui ont eu des tableaux avec des toxoplasmoses cérébrales, ils étaient hémiplégiques et qui sont capables de remarcher comme il faut et de même retravailler lorsqu'on les a bien stimulés. Mais on n'a pas, en fonction d'une infection, un tableau neurologique. La seule exception que je dirais, c'est peut-être la syphilis, mais là, c'est pas une infection opportuniste, ça peut arriver chez n'importe qui. Et là, c'est vrai que la syphilis, on connaît les atteintes, le ralentissement que l'on peut voir, parce que là, on n'est pas en train de faire un tableau d'AVC. Mais crypto et toxo, clairement, c'est lié au site de la lésion. Mais battez-vous parce que ça vaut la peine, il récupère et il ressuscite assez bien. Donc, les sida terminaux, les sida initiaux ont un espoir de guérison et il faut se battre pour eux. Merci beaucoup, Mathias. Merci, Mélanie, aussi. On va passer au dernier topo de la soirée. Donc, je suis très content de pouvoir vous présenter Élise Trierweiler, qui va pouvoir mettre sa caméra pour qu'on la voit. Voilà. Donc, Élise est psychiatre, également au centre universitaire hospitalier du canton de Vaud, donc à Lausanne, en Suisse. Elle est médecin-chef de clinique dans la clinique de psychiatrie. Et puis, elle travaille également depuis quelques années maintenant dans le cadre de cette plateforme de prise en charge des troubles neurocognitifs dans cet hôpital, en collaboration avec les neurologues et les infectiologues. Et puis, donc, on va entendre de toi le point de vue du psychiatre par rapport aux troubles neurocognitifs. Je te remercie, Élise. Et on va directement pouvoir afficher le petit quiz également. Alors, donc, bonsoir à tous. Effectivement, donc, on commence par les 2 questions. Donc, la première, c'est quelles psychopathologies sont fréquemment associées au VIH? Donc, j'en ai cité plusieurs. Il y a plusieurs bonnes réponses. Donc, je vous propose le trouble de l'humeur, particulièrement la dépression, la psychose, l'anxiété, le PTSD, donc l'état de stress post-traumatique, la consommation de substances toxiques de manière large et la démence. Donc, je vous laisse choisir lesquelles correspondraient. Donc, plusieurs réponses possibles. Plusieurs réponses, oui. Plusieurs réponses attendues même. Attendues, d'accord. Très bien, je te laisse peut-être lire la deuxième. Tu t'en regarderas les réponses. Oui, et donc pour la deuxième, quel est l'objectif premier du dépistage et du traitement d'une dépression chez le patient atteint de VIH? Donc là, il n'y a qu'une réponse. C'est vraiment l'objectif principal, en fait, de pourquoi est-ce qu'on traite et pourquoi est-ce qu'on dépiste les dépressions. Donc, proposition 1, prévenir un risque suicidaire. Deuxième, améliorer la qualité de vie. Troisième option, obtenir une bonne observance médicamenteuse. Et dernière, réduire les conduites à risque. Donc là, il y a aussi plusieurs réponses possibles. Il n'y a qu'une seule réponse. L'objectif principal. Oui. L'objectif principal. Mmh. Donc, on peut peut-être laisser encore 5 secondes et puis ensuite, la régie pourra nous montrer ce que les gens ont répondu. Là, je te laisse commenter les réponses sans toutefois donner toutes les réponses de ton côté pour que les gens ne partent pas directement maintenant et qu'ils écoutent ton topo. Eh ben, pour la première question, je suis ravie parce qu'il y a il y a plein de coches un peu partout. Donc, c'est vrai que ça
ça fait la variété justement des troubles qu'on peut voir, et puis vous allez voir la réponse dans la présentation. Et pour la deuxième, là, vous êtes un peu partagé. Alors, on va essayer de répondre pour qu'il y ait un consensus. Je te laisse partager ton écran. Oui, hop. Alors, tac. Attendez, hop, voilà. Parfait. Donc, voilà, donc j'arrive en complément des deux présentations précédentes, parce qu'effectivement, comme on a pu voir, c'est vrai que c'est très intriqué, et la clinique des symptômes psychiatriques peut exprimer beaucoup de choses. Et je pense que c'était important pour moi aussi de vous rendre curieux de cette clinique-là auprès des patients qui ont un VIH. Donc ça, c'est les deux questions. Je passe. Donc justement, pour vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ces questions, je suis partie de l'idée de vivre avec le VIH. Et au fond, on sait que les troubles psychiatriques dans le VIH représentent de 30 à 48% des patients atteints. Donc quand même, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a un tiers à la moitié des patients qui vont présenter un trouble psychiatrique dans vos cohortes. Donc vraiment, ça a du sens de le dépister. Il y a une influence clairement bidirectionnelle des troubles psychiatriques, c'est-à-dire que à la fois les troubles psychiatriques peuvent préexister, peuvent conduire à prendre plus de risques, et puis donc à contracter le VIH. Ça, c'est tous par exemple, la consommation de substances, la dépression, des troubles de la personnalité, toutes ces pathologies qui peuvent susciter des comportements à risque. Et inversement, une fois que on est malheureusement infecté par le VIH, on est soumis à une plus grande vulnérabilité à la fois sociale et psychique, ce qui va entraîner un plus grand isolement, un impact sur le moral, des facteurs de stress plus difficilement gérables, donc l'évolution vers des troubles psychopathologiques. Et comme vous disiez avant, par rapport aux infections opportunistes, par exemple, c'est vrai que les complications organiques du VIH peuvent souvent donner des symptomatologies d'allure psychiatrique. C'est des symptômes psychiatriques, mais qui ne correspondent pas à une maladie psychiatrique en tant que telle. C'est l'expression d'une atteinte organique, infectieuse, neurologique, autre. Donc, pourquoi être attentif aux aspects psychiques? J'ai un petit peu articulé ma présentation autour de ces trois axes. D'abord, premièrement, ça paraît assez évident, mais parfois on l'oublie, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on sait traiter. Donc, à partir du moment où on a un médicament, on a les moyens de traiter et de supprimer des symptômes qui handicapent les patients, il faut se donner les moyens de leur proposer ce soin. Donc ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que c'est souvent la voie première d'expression d'une atteinte organique, et donc c'est un indice extrêmement précieux pour ensuite conduire des investigations plus poussées et aller traiter une cause organique. L'impact clair, si on traite les aspects psychiques, c'est l'observance, parce que les patients soient déprimés, anxieux, ou qu'ils aient des symptômes de désorganisation de la pensée ou des actes parce qu'ils ont une atteinte cérébrale opportuniste, tout ça, ça va les rendre beaucoup moins capables de prendre des médicaments de manière fiable, régulière. Ça va entraîner une flambée du virus, une altération de la qualité de vie et malheureusement, au bout du compte, une baisse de l'espérance de vie. Donc là, vous avez la réponse à la deuxième question. Pour commencer, les pathologies psychiatriques que l'on trouve dans le VIH, et là, vous avez la réponse à la première question, c'est toutes ces pathologies-là. Donc, le suicide, je l'ai mis parce qu'il est transnosographique, mais bien sûr, ce n'est pas une pathologie psychiatrique en tant que telle, mais il faut s'en soucier. Il y a la dépression, qui est la pathologie la plus fréquemment associée.
avec un ralentissement psychomoteur, des troubles cognitifs. Le trouble anxieux, qu'il ne faut pas négliger, qui désorganise, qui entraîne des oublis parce qu'on a une charge mentale qui permet plus d'assimiler de nombreuses informations parallèles. Il y a les troubles de la personnalité, il y a l'état de stress post-traumatique avec les symptômes d'intrusion surtout, qui font qu'il y a une atteinte de la concentration, de l'attention, des troubles cognitifs. La démence, bien évidemment, et la dictologie, tout ce qui est consommation de substances, en particulier l'alcoolisme. Donc, les mots clés, disons, et puis l'attitude à avoir hein, par rapport aux pathologies psychiatriques, c'est prévenir, essayer de limiter l'exposition à toute une série de facteurs de stress qui pourraient induire des pathologies psychiques, surtout dépister, poser des questions quand vous voyez vos patients. Comment va le moral? Est-ce que vous êtes soucieux? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Et une fois que vous détectez, vous êtes sur la piste de symptômes psychiatriques, que vous les organisez et que vous détectez une pathologie psychiatrique, traitez-la et rapidement parce que c'est réversible. Ça améliore la qualité de vie des patients et surtout leur observance. J'ai fait un petit focus sur la dépression puisque c'est celle qu'on rencontre le plus fréquemment. On considère que sur l'ensemble de leur vie, la moitié des patients vont présenter une dépression. C'est d'autant plus augmenté, les 3/4 des patients s'il y a une association avec une consommation de substances. On sait que l'alcool, par exemple, est dépressiogène. Et elle se rencontre à tous les stades de la maladie. Les stades de plus grande vulnérabilité, c'est l'annonce diagnostique, c'est les différentes pertes au cours de la maladie et l'appréciation du handicap. Donc là, il y a de l'adaptation, enfin, ça demande des ressources adaptatives. Et quand ces ressources s'épuisent, on développe des troubles de l'adaptation. Et c'est tout ce qui est réactionnel aussi, hein, à la solitude, à la stigmatisation, au fait qu'on perd beaucoup de choses et on vit de plus en plus de manière précaire. Donc tout ça, ça fait le lit des dépressions. La dépression, ça peut être, et il ne faut pas l'oublier, l'expression première d'une atteinte organique. Donc, il y a des démences qui évoluent à bas bruit, qui se présentent d'abord par un ralentissement psychomoteur, des difficultés d'organisation, des gens qui s'isolent de plus en plus. Et ça peut être, on le disait avant, hein, l'effet de certains traitements aussi. Donc, il y a les traitements directement du VIH, mais enfin, il y a aussi d'autres traitements qui figurent sur l'ordonnance de ces patients. Donc, pensez à la iatrogénie. Et puis, les symptômes qui sont l'expression en fait d'une affection opportuniste ou une autre affection liée à l'évolution du VIH, notamment les cancers ou bien les infections. L'atteinte neurocognitive, elle peut être évaluée, donc on a parlé de la MoCA avant. Pour ce qui est de la symptomatologie dépressive et anxieuse, il y a 2 échelles qui sont assez simples, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui donnent des scores et à partir de là, vous pouvez coter en dépression, c'est positif ou c'est négatif et puis après plus ou moins intense. Ça vous donne une indication de traitement aussi. Donc c'est la MADRS ou la HAD, vous les trouvez facilement en ligne, ça c'est il n'y a pas de coût à ça, seulement un coût d'énergie. Et voilà, et je développe pas trop les symptômes de la dépression parce que vous les connaissez tous certainement. Dans tous les cas, que ce soit l'expression d'un trouble organique ou une dépression psychogène, il y a un impact fonctionnel et je le répète, ça entraîne une difficulté d'adhérer à son traitement et ça augmente la morbidité ou la mortalité. Je m'arrête 2 secondes sur le risque suicidaire parce que, bien sûr, en tant que psychiatre, c'est impossible de ne pas nommer le risque suicidaire, qui se prévient et qui doit se dépister. Particulièrement à 3 étapes au niveau de cette population vulnérable. C'est au niveau de l'annonce diagnostique. On sait que ça peut précipiter dans 1/4 des cas des passages à l'acte. Également au niveau de l'introduction pour la première fois d'un traitement ciblé, parce que c'est là où les gens prennent vraiment conscience qu'ils doivent se battre contre une maladie qui fait des dégâts. Il y a une levée claire du déni et puis, à ce moment-là, la prise de conscience peut être assez brutale et entraîner une détresse psychologique importante. Et l'autre moment, en fait, c'est des moments qui peuvent se répéter, mais c'est des étapes très symboliques, en fait, où les patients, ils ont l'impression de perdre le contrôle sur la maladie. Comme par exemple, quand, il y a un premier traitement qui échoue, quand il y a une première résistance, quand il y a l'avènement d'affections opportunistes.
quand ils développent un handicap et une dépendance, et ça, c'est souvent les troubles cognitifs, ils provoquent cette anxiété de se dire maintenant, je vais être dépendant, et comme c'est souvent des patients isolés, mais qui va s'occuper d'eux? Donc, voilà, ça, c'est des périodes un peu charnières. Si vous pouvez garder à l'esprit effectivement qu'à ce moment-là, ça vaut la peine de demander simplement à vos patients, OK, et puis comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez quelqu'un à vos côtés avec qui parler? Est-ce que si vous n'allez pas bien, vous imaginez que vous pouvez contacter quelqu'un? Des questions assez simples, mais juste avoir un souci pour cette question. Pour continuer, donc j'évoquais l'idée de symptômes psychiatriques comme étant l'expression première d'un désordre en fait au niveau organique. Donc moi je vous encourage à penser en termes pas de maladie psychiatrique et dès qu'on voit un symptôme, mais plutôt en se disant: «OK, on est en train de construire quelque chose, il y a une manifestation d'allure psychiatrique et puis ça nous donne un indice pour faire des investigations et voir vers quoi on tend». Psychogène organique. Les choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, c'est par exemple les dépressions atypiques, les dépressions qui résistent à des traitements antidépresseurs bien conduits. Là, il faut se demander si on n'est pas dans une cause non psychogène et plutôt organique. Les psychoses, c'est rare. Et c'est souvent des symptômes psychotiques qui sont les produits de manifestation de troubles organiques comme la toxoplasmose, par exemple. Et puis, tout ce qui est épisode confusionnel, ça, c'est rarement une cause psychogène. Dans 90% des cas, c'est organique. Donc voilà, j'ai listé un peu les étiologies fréquentes. Il y a l'encéphalite à VIH, il y a les infections, donc les néoplasies, les infections opportunistes. Et puis, il y a la iatrogénie sur les traitements antirétroviraux, mais aussi sur les interactions dans l'ordonnance de vos patients. Ça, c'est un tableau un peu un peu démonstratif, disons, de certaines discriminations, différenciation un peu facile entre la dépression qui pourrait être plus organique et une dépression qui pouvait être plus psychogène. Déjà, dans le tableau psychogène, c'est vrai que l'apparition des symptômes, elle est progressive. C'est rarement brutal. À l'inverse d'une complication organique qui créerait des symptômes psychiatriques. Ensuite, au niveau de l'énergie, c'est souvent au niveau des dépressions psychiques, c'est souvent des patients qui, voilà, le matin au réveil, sont fatigués et puis quand on les stimule, on les motive un peu, ils vont reprendre un peu goût, ils vont se redynamiser, alors que quand c'est une cause organique, bon, ben, l'asthénie, elle est constante. En plus on fait d'efforts, plus on se fatigue, puis il y a vraiment une consommation d'énergie qui peut pas être revitalisée comme ça, hein. Donc, par ailleurs, il y a tout ce qui est syndrome somatique, donc la question du sommeil et de l'appétit, qui se trouve dans pas mal de pathologies organiques. Donc, à partir du moment où un patient a une augmentation de la durée de sommeil et qu'en plus, il y a une perte d'appétit, ça, c'est un signe d'appel qu'on n'est probablement pas dans le psychogène. Voilà. Après, il y a des histoires comportementales où on est souvent dans un ralentissement dans les deux cas, mais c'est vrai que dans la dépression, le ralentissement psychomoteur, il n'est pas constant. Les gens, ils sont rarement apathiques de jour en jour et puis du matin au soir. Il y a une fluctuation, surtout parce qu'il y a des symptômes aussi d'anxiété, de honte, qui font qu'à un moment, il y a plutôt une excitation avec un refus, une opposition, des choses où les patients, ils expriment clairement que non, ils n'ont pas envie. Alors que quand c'est organique, c'est des gens qui vont se replier sur eux, ils vont devenir de plus en plus ritualisés, ils vont éviter les stimulations. Tout ce qui est exposition va devenir confusiogène et donc ils vont plutôt se mettre en retrait. Par ailleurs, dans l'organique, vous pouvez voir, il y a très peu de symptômes qui concernent la sphère affective. C'est des patients qui n'ont pas les cognitions négatives qui sont altérées. Ils ont plutôt une pauvreté de la pensée, un vide comme ça dans l'esprit. Et ils se rendent peu compte, c'est souvent les proches qui signalent les perturbations. Dans les dépressions psychiatriques, hein, les gens, ils
ils vivent les choses en noir, quoi. Ils se dévalorisent, ils ont une vision très pessimiste du monde, ils voient pas d'avenir, ils se sentent inutiles, ils ont honte. Il y a toute cette coloration très, très, très noire de leur vie qui est très floride, hein, et très bruyante généralement. Et pour finir, ben, disons, ce qui est très, très clair, c'est que si on met un traitement antidépresseur, bon, ben, dans une dépression organique, ça ne change rien du tout. Dans une dépression psychogène, quand même, vous avez une amélioration. Si ce n'est pas le bon traitement, il peut y avoir une amélioration insuffisante, mais il y a quand même un mouvement sur l'humeur qui se fait, ou au moins sur le sommeil. Voilà, et pour terminer, juste un mot sur les traitements psychotropes et leur bon usage, parce qu'il faut vraiment faire attention au cumul des traitements sur l'ordonnance et à l'interaction des médicaments, parce que ça peut donner des tableaux neurocognitifs, hein, qui peuvent être facilement résolus si on diminue l'ordonnance, mais qui au contraire, si on continue à rajouter des psychotropes dessus, ça va juste encore plus désorganiser les choses et rendre le patient symptomatique. Puis là, on ne saura plus trop ce qu'on fait. Donc, avant de prescrire, déjà, évaluer le risque que ces troubles psychiques soient secondaires à des prescriptions de médicaments qui auraient des effets, comme par exemple ce qu'on a dit avant, donc l'efavirenz, qui est, je pense, celui le plus connu. Donc ça, il faut clairement revisiter l'ordonnance avant d'imaginer prescrire un psychotrope. Ensuite, une fois qu'on a une indication claire à prescrire, il faut privilégier une médication simple, déjà parce que les patients, ils observent mieux leur traitement quand c'est simple, et ensuite parce que ça limite les effets secondaires. Donc une seule molécule qui est connue pour peu d'effets secondaires en une prise. On commence le plus bas au niveau de la posologie et on augmente par paliers très progressifs, jusqu'à avoir une balance bénéfice-risque optimale. Et pour finir, toujours vérifier l'absence d'interaction au final, vérifier que le traitement qu'on a prescrit, s'il a des effets secondaires, on va les checker. Vérifier par exemple le surdosage, fréquemment le CG ou l'allongement du QT, les troubles du rythme, les palpitations que les patients peuvent ressentir, et puis surveiller les effets métaboliques. Voilà. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Je vais allumer ma caméra aussi. Merci beaucoup, Élise. Alors, on va voir, on a quelques questions qui sont déjà arrivées. La première, qui me paraît une question importante, c'est la proportion. Est-ce qu'on connaît la proportion de personnes dans la cohorte VIH suisse ou dans l'étude NAMACO qui souffrent d'une dépression? Pour qu'on ait un petit peu une idée de voilà, quelle est un petit peu la prévalence de la dépression dans notre population VIH. Est-ce qu'elle est différente des non-VIH, etc.? Alors, peut-être dans le NAMACO, ça, je ne sais pas trop. Ça, peut-être Mathias, il sait mieux. De manière générale, c'était ce pourcentage que j'avais cité au début, donc que ça varie de 1/3 à la moitié des patients sur la vie entière. Hein, donc, ils calculent sur la vie entière. Après, par rapport à la population générale, c'est difficile parce que dans la population générale, il y a plein de facteurs intercurrents. Et puis, on sait que dans la population générale, c'est à peu près la moitié des gens qui vont développer une dépression. Mais là-dedans, il y a il y a tout le monde ensemble. Donc, disons, le comparatif, il est difficile à faire, je pense. Et en plus, la dépression, c'est un gros morceau. Donc, c'est pas si facile de savoir quels critères ont été utilisés pour évaluer cette dépression. Donc, c'est vrai qu'en termes de chiffres, j'aimerais bien en donner, mais je pense qu'il faut être assez prudent avec les chiffres qu'on a. D'accord, très bien. Moi, j'ai personnellement beaucoup aimé ton tableau que tu nous as montré pour différencier un petit peu les causes organiques que les causes psychiatriques de dépression. Est-ce que on a parlé du testing neuropsychologique de dépistage tout à l'heure. Est-ce que ce testing permet également, dans certaines des fonctions qu'on évalue, de plutôt tendre vers quelque chose qui aurait un lien avec le VIH ou alors avec une dépression, ou bien est-ce que ça ne permet pas vraiment ça? Oui, alors ça permet, surtout parce que en fait, c'est surtout
l'absence de signes dans certains domaines qui dit que, OK, bah, si ces domaines ne sont pas touchés, ça veut dire qu'on est plus dans une forme de dépression que dans une forme d'atteinte organique. Donc, c'est finalement l'entièreté du test qui va permettre de s'orienter vers l'un ou l'autre. Et effectivement, on arrive à s'orienter vers des dépressions parce qu'il manque le reste du tableau pour conclure à une forme organique. Donc oui. Par contre, on ne peut pas faire la différence entre dépression ou anxiété souvent, parce que les deux entraînent des difficultés d'attention, de concentration. Donc après, c'est la clinique qui va permettre de choisir le bon traitement. D'accord. La prochaine question, une question large, ça pourrait prendre 1 heure de cours, mais même plus, mais je te propose de quand même y répondre. Quel est le traitement antidépresseur qu'on choisirait en première ligne? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un concept? Oui, alors dans le concept, moi je favorise toujours les traitements qu'on appelle SSRI, c'est-à-dire les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, parce que déjà, c'est des médicaments avec faible effet secondaire par rapport à d'autres comme les tricycliques ou les médicaments qui influent sur le système noradrénergique chez des patients qui ont souvent des problèmes cardiovasculaires ou des hypertensions artérielles mal contrôlées. Donc, disons, je privilégierais cette classe-là. Après, dans cette classe, ça va dépendre si on veut dynamiser un peu le patient, si on a quelqu'un de ralenti ou d'apathique, on va choisir un dynamisant. Par exemple, l'escitalopram, il est assez dynamisant. Si on veut quelque chose qui influe sur le comportement, l'impulsivité, l'angoisse, la sertraline, c'est un bon médicament. C'est aussi un SSRI. Après, ils ne sont pas très bons pour le sommeil parce qu'ils excitent plutôt. Donc, on va dire que si c'est des patients qui ont des difficultés à dormir parce qu'il y a des ruminations importantes, là, il faudrait discuter des molécules plutôt comme la mirtazapine ou bien la trazodone, qui sont des médicaments qu'on utilise volontiers. D'accord, peut-être encore un mot sur les attentes qu'on peut avoir par rapport à la réponse au traitement antidépresseur, parce que c'est souvent un petit peu une discussion chez les non-spécialistes. Combien de temps ça prend finalement pour qu'on doive s'attendre à une réponse favorable? Alors, il faut être patient avec les médicaments. On dit qu'on doit tester le médicament à dose efficace sur 3 semaines pour l'évaluer dans de bonnes conditions. Donc, si après 3 semaines, à une dose efficace, le patient il n'a pas du tout changé de symptomatologie, à ce moment-là, le médicament, il faut le changer. Ça veut dire qu'il résiste. Si maintenant, ça a changé un peu, je pense qu'il faut se permettre de se donner encore 2 semaines de temps pour voir si ça augmente pas encore un peu plus les effets ou d'augmenter la dose. Mais il faut pouvoir laisser l'antidépresseur faire son job, quoi. Et est-ce que au lieu de laisser faire l'antidépresseur son job, est-ce qu'une collègue nous demande, est-ce qu'on ne peut pas proposer quelque chose dans le sens d'une psychothérapie en première intention? Alors, des études ont montré que dans les dépressions légères ou moyennes, il y a mais voilà, dans des settings de psychothérapie qui sont faits généralement dans des environnements où on arrive à influencer les facteurs de stress, hein. Donc les facteurs qui pourraient mettre en crise le patient. Donc dans ces environnements-là, on a montré que l'efficacité est la même, qu'on traite par une psychothérapie bien conduite ou qu'on traite par un traitement antidépresseur. Donc à partir de là, je pense qu'il vous faut surtout évaluer le contexte de vie de vos patients et puis savoir si on peut influencer sur les facteurs qui participent à la dépression. Si c'est un isolement et qu'on n'a pas de famille à mobiliser, si c'est une précarité financière ou voilà, des conditions de vie compliquées, bon, bah, vous n'allez pas les modifier rapidement. Donc peut-être il faut le soutenir pour qu'il puisse ensuite, lui, participer à un changement. Et à ce moment-là, il faut lui donner un peu d'énergie, lui redonner un sommeil régulier. Et ça passe par le médicament. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que je n'ai plus de questions dans le chat en attente. Ok. Je regarde si quelqu'un veut
veut se proposer en live. Si ce n'est pas le cas, est-ce que les autres orateurs ont-ils juste un peu de bruit là. Est-ce que les autres orateurs ont-ils des commentaires ou des questions à faire en parallèle? Je ne sais pas, Mélanie, Mathias? Non, je pense que vraiment le message qu'a fait Élise est très important sur la réversibilité et l'importance de la prise en charge psychologique et psychiatrique de la personne qui vit avec le VIH. Et j'ai aussi, comme toi, apprécié le tableau entre la différenciation entre l'atteinte psychogène versus organique. Et j'ai pensé tout au long de ta présentation à une situation de leucoencéphalopathie multifocale progressive, une LEMP, qui a été diagnostiquée tardivement, alors qu'on a tout le setting pour poser le diagnostic le plus tôt possible. Et chez une personne en fait qui a fait un iris LEMP, démasquant en fait cette LEMP lorsqu'on a commencé le traitement chez une femme dont les manifestations n'étaient que psychiatriques, absolument pas neurologiques. Elle a été évaluée aux urgences par des neurologues. De le tableau l'examen clinique neurologique ne montrait aucune latéralisation et toute la manifestation de la LEMP était uniquement psychiatrique, avec cet isolement. Et comme tu l'as très bien dit, Élise, un isolement social, elle n'avait pas de plainte elle-même, elle n'était pas de plainte cognitive, mais en fait, elle était complètement isolée et c'est son enfant qui s'est plaint que sa maman, justement, ne s'occupait plus du ménage, se laissait aller et qu'il y avait un désordre inhabituel dans l'appartement. Donc, c'est vrai qu'on peut bien se faire avoir avec des manifestations psychiatriques de maladies organiques. Et puis, par rapport aux atteintes cognitives, c'est important de souligner, et tu l'as mis dans l'avant-dernière ligne de ton tableau, qu'en traitant la dépression, en fait, les troubles cognitifs s'améliorent lorsqu'ils sont d'origine psychogène. Et c'est un message aussi important à avoir comme clinicien infectiologue, c'est que chez les gens où l'étiologie des troubles cognitifs, c'est la dépression, eh bien, en traitant la dépression, ils s'améliorent. Et comme l'a très justement dit Élise, il faut faire attention de ne pas mettre trop de médicaments parce que là, on a un effet inverse et c'est la médication qui cause des troubles cognitifs. Donc, je pense que je suis très content en tout cas de vous avoir eu sur le plateau. Merci beaucoup à Mélanie et Élise parce que je pense qu'on a besoin comme infectiologue de travailler en équipe et de plus en plus avec la complexité de la prise en charge de nos personnes vieillissantes. C'est un privilège d'être pas seul à s'occuper de nos patients et pour leur bien et pour la qualité des soins. Donc, j'encourage vraiment à ce que, quel que soit le setting, et c'était Abidjan qui avait pris la parole avant, travaillez avec vos collègues, faites pas en solo et collaborer. La prise en charge ne peut qu'être meilleure. Et voilà, c'était ce que j'avais vécu en faisant un séminaire à Yaoundé sur VIH et vieillissement. Il était important de créer des liens avec les autres spécialistes dans l'hôpital. Merci Mathias. Je pose quand même encore une dernière question parce qu'on n'a pas beaucoup de non-médecins qui nous suivent. Et là, c'est une journaliste de RDC qui nous suit, une journaliste de la télévision nationale de RDC qui nous demande par rapport à la prévention. Je trouve que c'est finalement une bonne question pour finir la discussion. La question est de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les troubles neurocognitifs notamment chez les personnes qui vivent avec le VIH. Alors, vous en avez parlé un tout petit peu, vous avez évoqué nutrition, etc. Est-ce qu'on peut donner quelques messages? Moi, je le fais volontiers. C'est ce que je fais avec mes patients très souvent. Éviter la junk food, déjà, au niveau de la nutrition, essayer de manger des oméga 3, donc du poisson gras si c'est possible, boire de l'eau, éviter tout ce qui est toxique, le vin avec vraiment modération. Bien sûr que toutes les substances sucrées sont mauvaises, éviter le sucre aussi. En Afrique, c'est pas là où ils en mangent le plus, hein, mais ça, c'est pour la nutrition. Au niveau sportif, c'est continuer à faire de l'activité sportive quand on est jeune, si possible, 5 fois par semaine, au moins une demi-heure, voire un peu plus. Si on est plus âgé, favoriser de faire au moins 30 minutes d'activité sportive 3 fois par semaine. Entretenir vraiment des relations sociales avec les autres, c'est des expériences de mémoire qu'on fait à tout moment et qui sont extrêmement, qui sont très porteuses et qui sont salutaires aussi parce que toutes ces relations sociales, ça fait fleurir le cerveau et les synapses. Qu'est-ce que je propose d'autre? Je propose aussi, si on est stressé,
de faire des différents... On peut trouver des applications, par exemple, sur smartphone pour gérer son stress. Il y en a une qui s'appelle Respirelax, qui est gratuite. Il y en a une autre qui n'est pas gratuite, mais on peut faire des méditations malgré tout gratuitement. C'est Petit Bambou. Qu'est-ce que je peux donner encore comme autre idée? Au niveau de la cognition, je vous conseille de faire des jeux de société, plusieurs. Des jeux qui entraînent l'attention, la vitesse de traitement, surtout pour les patients HIV qui, quelque part, justement, pour une partie d'entre eux, ont des difficultés à réagir rapidement. Voilà, ça fait. Et puis aussi, essayer d'entretenir son sommeil le mieux possible et essayer d'utiliser des bonnes pratiques, donc des conseils sur l'hygiène du sommeil est très bénéfique. Et j'ai vu qu'il y avait passablement de patients qui avaient des difficultés de sommeil. Voilà, ça fait déjà une petite base. Tout un programme. Exact. Merci On est en train de beaucoup. développer ça. Donc, je n'ai pas encore eu la possibilité d'avoir des séances avec les patients HIV. Mais par contre, des séances de conseils, oui. Et puis, on voit que les gens sont vraiment avides d'avoir des conseils pour quoi faire, en fait, quand on a des difficultés de mémoire. Alors là, il y a plein de petits trucs qu'on peut donner. Et puis, comment aussi être plus attentif. Des petites choses comme essayer d'éviter les interruptions, comme essayer de s'isoler dans sa bulle quand on veut être concentré, essayer de ne pas faire 3 choses en même temps parce qu'on est souvent plus efficace quand on fait une chose après l'autre. Voilà, des petits conseils, je veux dire, qui système D, mais qu'on peut tout à fait appliquer partout sans avoir besoin de télécharger plein de choses ou de payer des logiciels compliqués. Super, merci beaucoup. Eh ben, je veux finir par vous remercier, Élise, Mélanie, Mathias, de votre participation, qui est grandement appréciée. Je veux rappeler aux auditeurs qu'il y a une enquête de satisfaction qu'on vous demande de remplir à la fin de cette présentation. Je veux aussi vous rappeler qu'il y aura une suite de programmes Afranum qui va vous être communiquée très rapidement dans ces prochaines semaines. Et on va continuer à un rythme plus ou moins mensuel de ces séances Afranum. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite encore une bonne fin de soirée et puis à la prochaine. Merci Merci beaucoup. Gilles, merci. Beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.